Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners, bien le bonjour, bienvenue dans Coup de canon. On s'emmerde un petit peu pendant la trêve internationale, que le temps est long sans des matchs de nos Gunners, même si tout n'est pas parfait quand ils jouent. Mais on s'est dit que trêve internationale, on pouvait faire une petite pause bilan. Et puis pour m'accompagner, les amis de l'assaut, j'ai nommé Jonathan Fournier, j'ai nommé Méchad, qui a retrouvé le chemin des micros. Salut messieurs, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Ça va. J'ai cru que tu allais dire on s'emmerde en regardant les matchs d'Arsenal direct dès la première seconde. Non, j'attends Et en encore un fait, petit peu non. avant de le dire. Ah, ok, ok, pardon. Très fort, très vite. Je le disais, on s'ennuie un petit peu pendant la trêve internationale, et puis c'est pas les matchs de l'équipe de France qui vont nous rassurer et nous donner l'amour du football. Alors on s'est dit qu'on allait faire cet épisode, et puis on s'est dit aussi qu'on allait un petit peu remonter le niveau, puisque souvent nos avis sont pas forcément toujours partagés. Et puis là on s'est dit qui on pourrait inviter, qui est Gunners, comment dirais-je, assumé. Et puis il y a un nom qui revient souvent et qui va vous revenir forcément quand je vais le présenter. Les commentateurs sur Canal+, il est éditorialiste sur le Club des 5 et sur Winamax FC notamment, mais pas que. Najim Medini, soit le bienvenu dans Coup de canon. Salut les gars, merci déjà beaucoup pour cette présentation, ça fait super plaisir. C'est vrai que sur la trêve internationale, on s'ennuie un petit peu, donc je suis très très content de pouvoir parler d'Arsenal, même si Arsenal nous manque un peu, hein, on va pas se mentir, hein. Donc merci. Puis je suis content, ça veut dire qu'on a tous un point en commun, c'est qu'on supporte Arsenal. Donc ça me fait super Absolument. plaisir. Et qu'on se fait chier pendant la trêve internationale. Aussi, voilà, on a deux points en commun. Ouais, les choses. Alors, depuis le dernier bilan de la première trêve internationale qu'on avait fait fin août, début septembre, les choses ont changé et le classement a évolué puisque depuis notre dernier match de championnat, nous sommes, messieurs, top of the league. C'est-à-dire que dans un monde parfait, à partir de maintenant, tu gagnes tous tes matchs et tu es champion d'Angleterre. Alors, j'ai bien entendu dit dans un monde parfait, mais en tout cas, si tu prends plus de points, voire autant de points que tes concurrents directs, en fin de saison, ça te fait enfin champion d'Angleterre. Et pour cet épisode, messieurs, j'aimerais qu'on le structure en trois étapes, à savoir déjà refaire un bilan sur les 7 premières journées de championnat, et puis ce que l'on a pu voir notamment en Ligue des Champions, de voir ce qui est bien chez nos Gunners, ce qui est peut-être à améliorer notamment, et les axes d'amélioration seront le deuxième point de cet épisode, et puis terminer par les perspectives, ce que l'on attend, ce que l'on peut espérer, et notamment en faisant un petit focus sur nos 4 prochains matchs, puisque je me suis amusé à reprendre le calendrier qui nous attend sur les 4 prochains matchs, en comparaison avec Liverpool, qui est le champion en titre et qui est notre dauphin actuel. Et puis j'ai pris une troisième équipe, il fallait en prendre une troisième, j'ai choisi Manchester City. On rentre dans le vif du sujet, messieurs, et bien entendu, honneur à l'invité. J'aimerais qu'on puisse faire un petit bilan et puis avoir ton avis, Najim, sur ces 2 premiers mois de Première Ligue. Je le disais, Arsenal est leader avec une défense de fer qu'on lui connaît maintenant depuis bien bien longtemps, ce qui est quelque chose d'acté, d'avéré, mais avec aussi, et Méchad, je vais le dire maintenant, avec certaines purges quand même depuis le début de la saison où il y a des C'est matchs qui clair. ont été très très compliqués à regarder. Mais j'ai envie de te demander, Najim, si d'après toi, cette place de leader provisoire, elle est plus due vraiment à Arsenal ou plutôt à une méforme de nos adversaires directs, à savoir que par exemple Liverpool était en pleine bourre, avait fait un 5 sur 5 en première ligue avant d'enchaîner 2 défaites consécutives. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'après toi, Arsenal est leader de première ligue? C'est dû un peu aux deux, hein. C'est dû à la fois à la forme d'Arsenal, qui reste quand même une équipe qui est compétitive, qui est capable quand même de prendre des points, même dans des matchs qui peuvent parfois être un peu périlleux. Je pense notamment à la première journée contre Manchester, hein, où pour moi, Arsenal ne méritait pas forcément la victoire, et au final, les Gunners finissent par l'emporter 1-0. C'est aussi dû quand même à la méforme de certaines équipes. Tu as des équipes qui sont un peu en reconstruction, comme Manchester City, avec pas mal de nouvelles recrues qu'il faut intégrer, après une saison qui a été un peu compliquée pour les Citizens l'an passé. Et puis Liverpool aussi. Liverpool, même si ça a très bien commencé,
Il y a souvent eu des victoires un petit peu à l'arraché dans les dernières minutes. Le contenu n'était pas toujours reluisant. Et au final, sur les derniers matchs, c'était un peu plus compliqué pour Liverpool. Donc, je pense que c'est un petit peu dû aux deux. Maintenant, moi, pour faire un petit bilan, disons que je retiens trois choses. Il y a deux choses positives et une chose un petit peu négative. Les deux choses positives, la première, c'est que je pense qu'Arsenal est vraiment une équipe compétitive. C'est-à-dire que parfois, effectivement, on peut s'ennuyer. Parfois, le jeu peut ronronner. Euh, Parfois, c'est un petit peu périlleux dans la manière de construire nos actions. Mais au final, Arsenal est une équipe qui défend très bien. C'est très, très difficile de mettre des buts à cette équipe. Et c'est une équipe qui est capable, sur 90 minutes, quand même, de t'en mettre au moins un, voire parfois deux, par la qualité individuelle de leurs joueurs. Et surtout, par rapport, collectivement, je trouve que c'est une équipe qui, à l'usure, est capable quand même de réussir à dominer ses adversaires. C'est une équipe qui a souvent la maîtrise du ballon, qui arrive à avoir la possession et à petit à petit, au fil du match, user son adversaire. Un petit peu à l'image du dernier match de championnat où je trouve que contre West Ham, euh, l'adversaire t'arrive à faire en sorte qu'il n'existe pas. Même si le jeu il n'est pas forcément super spectaculaire, sur 90 minutes, tu comptes les actions de West Ham, il y en a très peu au final. Et donc ça, je trouve que c'est une qualité que Arsenal a et que beaucoup d'autres équipes en première ligue, et notamment leurs poursuivants, que ce soit Tottenham, que ce soit Liverpool, que ce soit City, je trouve qu'ils n'ont pas forcément cette même capacité à véritablement éteindre l'adversaire, éteindre la lumière. Et Arsenal a quand même cette capacité-là. Donc je trouve que ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est mine de rien le recrutement qui fait qu'aujourd'hui, Arsenal, bah, c'est une équipe qui est fournie à la fois en qualité et aussi en quantité. Là, par exemple, on a Martin Odegaard qui va être blessé au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale. Bah, je suis moins inquiet que l'an passé. L'an passé, quand Odegaard était blessé, pour moi, c'était la fin du monde parce que c'était notre principale source créative. Je me suis dit, mais comment Arsenal va réussir à s'en sortir sans Martin Odegaard? D'ailleurs, ça avait été un petit peu compliqué, pas forcément en termes de points, mais en termes de jeu. On avait quand même ressenti l'absence d'Odegaard. Et là, disons que, évidemment, je préférerais que le Norvégien soit présent, mais je me dis qu'avec Eberechi Eze, avec Mikel Merino, avec un Nwaneri qui a pris une année d'expérience supplémentaire, je pense qu'Arsenal, quand même, est capable de faire le boulot au milieu de terrain. Donc, je trouve que l'effectif, grâce au mercato estival, en termes de doublure, même quand Saliba, par exemple, n'était pas là, Mosquera a fait le boulot. Et ça, c'est des choses qu'Arsenal n'avait pas l'an passé. Puis la troisième chose qui est un petit peu plus négatif, c'est qu'effectivement, on s'ennuie quand même devant les matchs la plupart du temps. Et ça, malheureusement, moi, c'est quelque chose qui est important. Quand je me pose devant Arsenal, j'attends pas seulement le résultat final, j'attends aussi quand même de prendre du plaisir devant cette équipe. Moi, je parle souvent de la saison 2022-2023, où sincèrement, à tous les matchs, je prenais énormément de plaisir. Alors certes, Arsenal au final n'avait pas remporté le titre, mais j'en garde quand même un bon souvenir. Je garde quand même des émotions qui sont ancrées en moi, qui me plaisent. Alors que là, cette année, bah, la plupart du temps, quand on se pose quand même devant Arsenal, on s'ennuie, il n'y a pas beaucoup de spectacles. Sur le plan offensif, je trouve que la manière de construire nos occasions, bah, c'est pas fameux. Euh, et ça, ouais, c'est un petit peu le point négatif qui fait quand même partie du bilan de ces deux premiers mois de compétition. Et là, dans ma tête, il y a plein de questions qui arrivent, bim bam boum. Mais on va quand même, ils sont là déjà. On va quand même laisser la parole à Jonathan et à Méchad. Messieurs, votre bilan sur ces deux premiers mois et surtout par rapport à ce que Najim vient de dire. C'est Moi, d'accord. vas-y, Pardon. vas-y, 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 mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. je suis assez d'accord sur la partie on s'ennuie. Je t'ai dit à plusieurs reprises, Raoul, que je finis les matchs un petit peu sans émotion, en fait. Et la saison 2022-2023, elle procurait énormément d'émotions. Il y a eu beaucoup de matchs où c'était un peu l'angoisse, où on a réussi à tirer notre épingle du jeu vraiment dans les dernières minutes. Donc, ce sont ces dernières minutes qui t'amènent un petit peu toute l'adrénaline que tu attends sur 90 minutes. Donc, c'est super difficile à juger, surtout quand tu te ressors avec les 3 points, comme contre United ou comme contre Newcastle. Après, je pense qu'il faut aussi regarder vraiment ce qui se passe. On a eu déjà un début de saison avec énormément de blessures. On a Kai Havertz qui s'est blessé le 18 août, Madueke le 21 septembre, qui faisait quand même une entame de saison assez prometteuse. Et on arrive, malgré ça, on s'ennuie, on a des blessés, et on s'en sort, on est quand même top of the league. On a pris les 3 points à Old Trafford, à St. James Park, ce qui n'est pas c'est pas quelque chose d'assuré à chaque fois. Et contre West Ham, contre qui on avait beaucoup de mal à la maison ces 2 dernières saisons, on a pris les points aussi.
On a laissé partir 5 points contre Liverpool. C'était un match super serré qui s'est débloqué sur un coup de magie. Et il y a eu le nul contre City. Donc, c'est sûr qu'on s'ennuie. C'est pas toujours excitant, ou alors c'est vraiment excitant. Ce sont des bribes de match Hmm. où on s'éclate vraiment. Mais malgré tout, on arrive à tirer tous ces points-là. Le parallèle avec la saison 2022-2023, je pense que tous les quatre, on peut le ressentir de toute façon. Mais c'est vrai on a fini à combien de points en 2022-2023? 4 points, 5 points? En 2022-2023, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Je crois que c'était 4 points. Moi, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je préfère qu'on fasse que des 1-0 jusqu'à la fin de la saison et qu'on reparte avec un trophée, euh, plutôt qu'on fasse un super beau jeu et qu'on finisse loin et qu'on touche à rien. Alors, c'est sûr, on aimerait bien avoir le juste équilibre, mais c'est pas toujours facile. Surtout avec le nombre de personnes qui sont arrivées cet été. On parle de Man City qui est en reconstruction. Euh, je crois que contre nous, ils avaient quelque chose comme 7-8 nouveaux joueurs sur la pelouse. Nous, on en avait entre 5 et 6, je crois. Hmm. Donc il y a quand même des automatismes à trouver et des nouveaux schémas. On voit l'attaque maintenant, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était l'année dernière, quoi. Donc, euh, je pense avec un petit peu plus, avec un peu de recul, même si je finis avec un petit goût amer, 95% de nos matchs en tout cas. Après, je me permets, par rapport à City, moi je trouve que nous, effectivement, il y a eu pas mal de recrues, mais si tu prends le 11 type, Ouais, c'est ça n'a plus pas des bougé. ajustements. C'est plus Exactement. des ajustements qu'autre chose. Alors que City, pour le coup, eux, je trouve que vraiment, il y a eu des changements beaucoup plus profonds. Ouais, Et ouais. je trouve que quand même qu'il y a une différence au niveau nous, voilà, on est quand même sur un cycle qui dure depuis un certain temps. Cet été, ça a été des ajustements qui sont venus renforcer l'équipe. Là, il y a quand même l'arrivée de Zubimendi qui est hyper importante, qui vient remplacer Thomas Partey à un poste qui était super important, le poste de sentinelle. Mais ensuite, par exemple, des joueurs comme Madueke, c'est plus pour venir véritablement renforcer la rotation que Hmm. véritablement des joueurs qui vont te changer la face de l'équipe. C'est ce que je pense. Méchade. Ouais, c'est à moi. Non, mais évidemment, absolument d'accord. De toute façon, moi, depuis la saison 2022-2023, où tu le sais, je l'ai dit dans ce podcast et ça m'a valu beaucoup de critiques. Je m'ennuie devant les matchs d'Arsenal. En fait, ça date pas de cette saison. Même l'année dernière, c'était le cas, pour être très honnête. Et c'est pour ça qu'il y a Mm. beaucoup de commentaires que j'entendais sur la beauté du jeu d'Arsenal, alors qu'en réalité, euh, c'est pas par le jeu que l'on brillait, c'est par le contrôle, c'est par la gestion du match. Et d'ailleurs, pour euh, ajouter un argument sur le côté positif de ce nouvel Arsenal depuis que Arteta est là, disons depuis 2 3 ans, c'est la sérénité qui se dégage de cette équipe. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent déstabiliser Arsenal et Mm. que jamais elle panique. Chose qu'elle aurait pu faire sous les années Wenger, notamment les dernières années, ou même sous Emery. Là, il y a quand même un contrôle global de l'équipe pendant 90 minutes qui est assez impressionnant à voir. Surtout quand on a supporté Arsenal dans les années compliquées et où la panique était là à tous les étages, quoi. Ça, C'est c'est clair. fort pour le coup. Et on en est maintenant à un stade où on fait peur à l'adversaire. Preuve en est à Guardiola qui déballe du jeu offensif partout, arrive à Arsenal et met le bus face à Arsenal, tu vois. Ça, c'était inimaginable il y a encore quelques années. Donc, ça, c'est effectivement, c'est positif. Maintenant, le contrôle se fait au détriment du jeu et de l'émotion que l'on peut ressentir quand on voit Arsenal jouer. Et oui, c'est pénible de regarder Arsenal. Franchement, les dernières émotions sur un match d'Arsenal, pour moi, hein, je parle pour moi, c'est contre le Real, quand on gagne en Ligue des Champions, parce que c'est inattendu. Parce qu'il faut être très honnête, on ne s'attendait pas à ce que Arsenal gagne aussi facilement contre le Real. Et en plus, quand on voit les 2 buts de Declan Rice, ce garçon à qui on doit lui mettre une statue au stade déjà. Enfin voilà, moi c'est ça que je voulais dire. Mais après, on pourra en faire un autre débat. Je pense que là, c'est des visions du football qui se confondent. Moi, personnellement, je regarde pas une équipe pour le résultat. Je suis un peu comme Najim, je regarde l'équipe par rapport à ce qu'elle me procure sur le terrain, par rapport à une vision du foot qui est similaire à la mienne, tu vois. Et à l'époque, quand je supporte Arsenal, c'est pas parce que Arsenal gagne, c'est parce que je m'identifie à cette équipe par rapport aux joueurs qui y sont et également à la manière dont elle déploie du jeu. Voilà. Maintenant, Mm. est-ce que notre classement est dû aux adversaires? Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que je vois pas beaucoup d'évolution par rapport au début de saison et sur le dernier match. On est sur les mêmes
les mêmes caractéristiques. Alors oui, je pense qu'il y a des ajustements qui se font de plus en plus parce que plus tu joues, plus tu es habitué à tes coéquipiers. Mais globalement, c'est surtout dû à un down de Liverpool, à une série de mauvais résultats et surtout dans une première ligue où aujourd'hui, en réalité, il y a peu de concurrence, quoi. City Mm. n'est plus ce qu'il était. Chelsea, bah, c'est loin de nous, faut dire la vérité. Tottenham n'est plus ce qu'il était. Manchester United, j'en parle même pas. Enfin, en gros, le seul concurrent véritable que l'on a, c'est Liverpool. Et je rappelle qu'on est dans une première ligue où l'année dernière, Nottingham Forest fait troisième. Enfin, je veux dire, faut aussi qu'on remette les choses dans son contexte. Enfin, au final, ils terminent septième, mais Oui, pendant oui, longtemps, ils ont été troisième. voilà, pardon, excuse-moi. Effectivement, tu as raison. Mais je veux dire, on parle de cette première ligue-là, quoi. Tu vois. Donc, mais qui reste une première ligue très difficile où les matchs sont très intenses. Enfin, attention, hein, je dénigre pas non plus. Mais je veux dire, là où un moment où on parlait de top 6 en première ligue, c'est plus le cas véritablement aujourd'hui, quoi. Bah, le Big Six, il est devenu financier plutôt que sportif, on va dire aujourd'hui. Exactement, exactement. Sur les dernières années, c'est un petit peu ça. Mm. Alors, je vous écoutais et en même temps, j'essayais de mettre mes idées un petit peu au clair et de les structurer pour rebondir sur ce qui a été dit et surtout pour parler de perspective. Mais avant ça, les axes d'amélioration. Que ce soit Najim, Meshat, Jonathan, aujourd'hui, on est le fan d'Arsenal, de toute façon, est d'accord pour dire que offensivement, on n'y est pas encore. Et on parle souvent de la saison 2022-2023 côté Arsenal parce que c'est la saison sous l'ère Arteta où je pense qu'il y a eu le plus beau jeu proposé. Mm. Mais en fait, cette saison 2022-2023 et 2023-2024, pour Oui. des raisons légèrement différentes quand même, en fait, elle est un traumatisme et elle est traumatisante pour les supporters parce que on avait retrouvé du beau jeu qu'on a reperdu au fur et à mesure. Mais je crois que cette saison-là, on ne se rend pas compte du traumatisme qu'elle a dû être pour Mikel Arteta, parce qu'en fait, il s'est rendu compte visiblement et il n'a pas évolué depuis. C'est ça qui est un peu inquiétant. Pas inquiétant, mais qui est un petit peu dommage pour nous, les supporters, quand on regarde un match. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que proposer du beau jeu, c'était pas suffisant. Et donc, du coup, d'après moi, et je vais vous entendre là-dessus juste après, il a changé son fusil d'épaule. Il a dit l'offensive, je m'en fous. Premier temps, il faut qu'on soit solide derrière, parce que la première ligue se gagne déjà défensivement. Et donc, du coup, on a été meilleure défense sur les dernières années. On a une des paires centrales les plus performantes au monde. Franchement, je La pense que plus, hein. là-dessus, on. Pour moi, il n'y a pas Oui, meilleur, hein. Oui, pour moi non plus. certainement. Alors après, je préfère dire l'une des, comme ça au moins on ne pourra pas dire que je manque d'objectivité. Mais aujourd'hui, l'année dernière, 2024-2025, on perd le championnat face à Liverpool en étant meilleure défense. On est meilleure défense de Ligue des Champions, mais pour autant, on n'a pas de trophée. Et ce que moi, je regrette, c'est le manque d'ouverture d'esprit ou d'évolution d'Arteta en se disant, ça fait 3 ans que j'ai une assise offensive défensive qui est en place. J'ai la même paire de centraux, Gabriel Saliba. Sur les côtés, depuis 2 ans maintenant, on a des binômes entre Calafiori, MLS d'un côté, entre White et Timber de l'autre, où effectivement, il y a des joueurs qui, par exemple, sur 2024-2025, MLS a complètement éteint Calafiori, trop souvent blessé. Cette saison, Calafiori, il y a aucun débat sur son côté de titulaire sur le poste de latéral gauche, mais la saison va être encore longue. Et de l'autre côté, à droite, Timber, c'est pour moi le player of the year pour l'instant, quoi. C'est le Gunners le plus régulier. Et maintenant qu'on a Mm. l'assise défensive qui est en place, en fait, t'as l'impression qu'on n'essaie pas de chercher autre chose. Et Najim, tu le disais, en fait, je reprends tes termes, tu disais offensivement, c'est un plus, défensivement, on est bon, offensivement, on peut s'appuyer sur les qualités individuelles. Je reprends tes termes. Et en fait, il est presque là le problème, c'est que tant qu'on s'appuiera sur des qualités individuelles et non pas un collectif offensif, on ne retrouvera pas le beau jeu. Et je pense que c'est ce qui est un petit peu regrettable. Aujourd'hui, Arteta, il est pour moi vraiment traumatisé parce qu'on le rappelle, 2022-2023, on termine deuxième à 6 points de City, alors qu'on avait 8 points d'avance très longtemps pendant la saison. On a connu les blessures de Saliba. C'est la blessure qui nous flingue, je pense, moi, le titre. Bien sûr. Tomiyasu qui se blesse également. Donc, du coup, on se retrouve en défense Mm. centrale avec Holding qui est à côté de Gabriel. C'est quand même pas
C'est pas aussi sexy, excusez-moi. Il manque le côté Photoshop. L'année dernière, on termine à 2 points de Liverpool. Non, il y a 2 ans, pardon, 2023-2024, on termine à 2 points de City, pardon, en faisant, je crois, sur les 19 derniers matchs, 17 victoires, un nul, Ouais, une défaite. une défaite. Et là, pareil, tu dis, je suis coach, putain, je fais 17 victoires, un nul, une défaite en 19 matchs, je suis pas champion. Ah, mais Que tu sois traumatisé, je peux le comprendre. Mais là, l'année dernière, tu te rends compte que tu es bon défensivement, que offensivement, c'était pas ça, mais que tu as eu cette infirmerie qui s'est transformée en hôpital tant nos joueurs ont été blessés. Et c'est d'ailleurs pour ça, je rebondis sur ce que tu disais, Najim, le recrutement, il a été fait pour ça aussi. Il a été Ouais, bien sûr, pour gérer les éventuelles blessures. Et il a bien été sûr. fait de façon très intelligente par Bertha. Mais voilà, on en est là aujourd'hui et je pense que pour moi, en tout cas, l'axe d'amélioration que j'attends de la part de notre équipe, c'est le côté offensif. Emmène-moi avec toi, Ouais, fais-moi vibrer, s'il te plaît. bien sûr. Voilà, Mais pour autant, je dirais pas non plus qu'Arsenal, c'est une équipe défensive. Parce que parfois, tu vois, exactement, j'entends, c'est vrai. ouais, C'est pas défensif. mais j'entends c'est des pas ce gens que j'ai dire dit, hein, que, mais d'accord. Hein. ouais, bien sûr, non, parce que parfois, quand je discute d'Arsenal avec des gens, ils me disent, Ouah, Arsenal, c'est une équipe défensive. Même Ouais. parfois, ça compare Mikel Arteta à El Cholo Simeone. Non, ça n'a rien à voir. C'est une équipe qui a le ballon. En fait, moi, je trouve que ce qui est frustrant, c'est que c'est une équipe qui cherche à avoir beaucoup trop le contrôle. Alors qu'on est dans une ère où, on le voit, les meilleures équipes sont des équipes qui aussi n'hésitent pas à s'appuyer sur de la Ouais. verticalité. Le Paris Saint-Germain, certainement la meilleure équipe d'Europe en 2025, c'est une équipe certes qui peut avoir la possession, mais dès qu'il y a la possibilité de trouver de l'espace avec Vara ou avec Dembélé, bah, il n'hésite pas, ou avec Barcola. D'aller vite vers l'avant, Pareil en pour, fait, hein, d'aller vite voilà, vers l'avant. exactement. Pareil pour le Barça de Flick, pareil pour le Liverpool de Slot. Aujourd'hui, évidemment, avoir la maîtrise, la possession du ballon, c'est important. Et ces équipes-là l'ont. Quand tu regardes le taux de possession de balle du PSG, du Barça, de Liverpool, ils sont à des 65-60% de possession de balle. Mais par contre, c'est pas à l'excès. C'est-à-dire que quand il y a la possibilité de trouver de la verticalité, ils le font. Nous, j'ai Absolument. l'impression quand même qu'on est sur de l'élaboration un petit peu trop longue, quoi. Il faut qu'on fasse nos 15, 20 passes pour ensuite s'approcher de la surface de réparation. Et ensuite, tu te retrouves face à des blocs bas et c'est très compliqué de manœuvrer ces blocs-là. Donc, moi, je dirais pas que c'est une équipe défensive. Je pense qu'Arteta a la volonté quand même d'avoir la maîtrise et de voir son équipe se produire des occasions. Mais le problème, c'est que c'est pas une chose évidente à faire. On a Manchester City qui a su le faire pendant de nombreuses années, mais qui avait un coach qui était extraordinaire, Pep Guardiola. D'ailleurs, Arteta tente de s'en inspirer beaucoup. Mm. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi véritablement à avoir 60, 65, 70% de possession de balle à tous les matchs, jouer contre des blocs bas et trouver à chaque fois la solution. Je trouve que c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire. Et Arteta, pour moi, hein, il devrait faire en sorte que son équipe soit un tout petit peu plus verticale. Je dis pas qu'il faudrait jouer les contres à foison, mais quand tu as le ballon et que tu as la possibilité de trouver, surtout qu'en plus, quand tu as Gyökeres devant, qui est un joueur qui, au Sporting, n'hésitez pas à prendre les espaces. Et on le sent d'ailleurs même sur ce début de saison. Les séquences où il est le plus à l'aise, c'est quand il est un petit peu envoyé dans la profondeur, qui peut jouer un petit peu avec sa puissance physique. Euh, c'est pas forcément un joueur d'appui, Victor Gyökeres. Donc, moi, c'est ça que je trouve un petit peu frustrant. C'est le fait véritablement d'avoir beaucoup trop de contrôle, beaucoup trop de gestion. Et ça revient finalement à ce que tu disais aussi, Raoul. C'est que généralement, un entraîneur, lorsqu'il cherche à avoir beaucoup de contrôle, beaucoup de gestion, c'est pour que, à la perte du ballon, son équipe, elle soit pas déséquilibrée et que tu puisses récupérer le ballon et ne pas être trop en danger pour éviter un maximum les contre-attaques. Et je pense que c'est l'idée qu'a en tête Michael Arteta par rapport effectivement au traumatisme qu'il a pu vivre en 2023 et en 2024 où par moment, son équipe, elle perdait le ballon, tu te prenais des contre-attaques. Et d'ailleurs, à l'époque, Arsenal avait une défense qui était un petit peu plus poreuse. Donc, ouais, c'est extrêmement frustrant. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, moi je rajouterais plusieurs choses et pour rebondir sur ce que tu as dit, Raoul. Tu vois, tu disais oui, il a été traumatisé parce que on avait 9 points d'avance, finalement on perd, etc. Mais en fait, moi je suis pas d'accord avec cet argument parce que tu l'as dit d'ailleurs après, si on perd le titre à ce moment-là, c'est parce que coup sur coup, tu fais blessure de Saliba, tu fais blessure de Tomiyasu, et donc tu as Holding qui est derrière, et je pense que je pense que j'ai à peu près le niveau d'Holding, moi, alors que j'ai jamais fait de foot au niveau professionnel. Je plaisante un peu, T'es mais, méchant, t'es méchant. je suis méchant, mais la vérité, c'est que si Saliba et Tomiyasu sont là jusqu'à la fin de la saison, on est champion en réalité, avec le jeu que l'on déploie. Attention,
attention, je sais Najim, pas. on avait 8 points d'avance. On avait 8 Alors, points alors, d'avance. alors, 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 alors Et déjà, le City 8 avait des points matchs en d'avance, moins, je hein. crois, voilà, je crois qu'on avait un match en moins. Donc la réalité, c'est qu'on avait surtout 5 points d'avance. Ok, 5 points. Après, je crois qu'on perd nos deux confrontations contre City, si je me trompe pas. D'ailleurs, les deux sont sur la deuxième partie de saison, une au mois de février et une au mois d'avril. Donc Oui. déjà, on perd nos confrontations directes contre Manchester City. Ça nous fait super mal. Et je pense qu'il y a un élément aussi qui nous fait perdre le titre, c'est qu'à l'époque, on n'était pas destiné, disons, à remporter le titre. L'objectif à la base, en début de saison, c'était de faire top 4. Et je pense qu'au niveau du caractère et du mental, je pense qu'on n'était pas encore prêt à l'époque. Alors, peut-être que cette année, et même l'année, peut-être même en 2023-2024, je pense que on était beaucoup plus armé mentalement. D'ailleurs, tu as rappelé la stat, hein, sur les 17 derniers matchs, on avait fait 15 victoires, 1 nul, 8 défaites. Mais je pense que cette année-là, je pense que mentalement, on n'était pas encore prêt à jouer une lutte pour le titre avec Manchester City. Et je pense qu'en termes de caractère, il nous manquait encore un ou deux, trois éléments. Après, peut-être Oui, que tu as raison, de toute façon, on ne le saura jamais. on le saura Mais jamais. Mais est-ce que ouais, Leicester était prêt mentalement à gagner le titre quand ils ont gagné le titre à l'époque? Enfin, tu vois, en oui, tout cas, peut-être après. Hein. on avait une dynamique qui pouvait nous laisser croire, alors j'atténue un peu mes propos, qui pouvait nous laisser croire qu'on pouvait gagner le championnat avec le jeu déployé. C'est clair. Et il y a cette saison-là, et il y a la saison d'avant aussi, là, où on fait le reportage All or Nothing sur Amazon, où moi aussi, à ce moment-là, niveau du jeu, ça allait à 2000 à l'heure sur les côtés, notamment avec Martinelli, Saka. Enfin, c'était frais, en fait, au-delà de l'émotion que pouvaient nous laisser certains matchs parce qu'on gagnait à la dernière minute ou quoi que ce soit, il y avait quand même une fraîcheur sur cette équipe qui nous faisait beaucoup de bien. Euh, moi, ce que je déplore surtout aujourd'hui, et tu l'as dit, Najim, c'est que dans cette volonté de contrôle, en fait, de cette volonté de contrôle découle plein de choses, notamment, je trouve, hein, le manque d'intensité globalement dans nos matchs et le manque d'intensité au pressing. Combien de fois on a vu les possibilités que l'on avait d'aller vite vers l'avant, notamment à la récupération du ballon, et où Martinelli enchaînait les touches de balle pour, je sais pas, peut-être pour faire en sorte que tout le bloc se rééquilibre et éviter le risque de se faire prendre en contre à la perte du ballon, tu vois. Il y a plein de choses comme ça où tu regardes le match et tu te dis, mais allez-y, je vous en supplie, faites quelque chose, Mais accélérez le jeu, quoi. enfin, j'ai une image en tête de cette action de Martinelli dont tu parles, où la Gyökeres qui est devant lui, et où il garde la balle, il avance, il avance, il avance. Au final, Exactement. il arrive dans la surface de réparation, rien ne s'est passé. Mais pour moi, tout ça, c'est vraiment justement de bon augure pour le futur, parce que on est vraiment encore au tout début de la saison, et ils sont toujours en train de chercher à comment mettre Gyökeres dans la meilleure situation possible. Et ça c'est très lié aussi au positionnement d'Eze, qui a joué énormément sur la gauche, qu'on est en train de remettre petit à petit au Dans centre. l'axe. Hmm. Là, je pense qu'avec Odegaard qui est absent pendant encore un mois, C'est je lui qui pense va que ça prendre. va se débloquer, ça. Et dès qu'on a pu voir Eze de façon un peu plus centrale, ça a quand même joué quelques cartes. On est habitué à avoir Martin Odegaard, qui est quand même quelqu'un qui, à la relance, temporise énormément. Là, là on va pas avoir le choix que d'essayer de trouver d'autres solutions. Et je pense que c'est pour ça qu'on a acheté Eze aussi. Sur le côté gauche, c'est une chose, mais il est quand même, lui, sa position préférentielle reste quand même dans l'axe. Donc, dès qu'on va réussir à retrouver ces canaux-là et, et à accélérer, je pense que ça va se débloquer. Je l'espère. De toutes les manières, tu sais, enfin, la vérité, c'est que ce qu'il met en place permet à Arsenal d'avoir le statut qu'il a aujourd'hui. Donc ça marche. En fait, il a pas de raison, Arteta, de changer son fusil d'épaule dès lors que ce qu'il met en place, d'un point de vue comptable, marche. Tu vois, il y a plein de débats sur des coachs comme ça. Tu vois, tu parlais de l'équipe de France et Didier Deschamps. De la même manière, tu vois, c'est des débats qu'on a eu combien de fois sur l'équipe de France. Le mec, il n'a pas raison de changer de fusil d'épaule dès lors que ce qu'il met en place fonctionne d'un point de vue résultat. Arteta, c'est la même chose. Alors après, là, on dépeint un tableau un peu négatif parce que c'est un peu enfin, je dis, c'est pas l'objectif du podcast, mais en tout cas, de dire un petit peu ce qui va pas. Mais globalement, et je le répète, l'Arsenal d'aujourd'hui n'a tellement rien à voir avec l'Arsenal d'il y a 5 ans encore en arrière que c'est évidemment très fort de voir ce que l'on voit aujourd'hui. Maintenant, par rapport aux joueurs que l'on a, notamment techniquement, oui, c'est frustrant de voir Arsenal jouer. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Ou de Et voir que Arsenal ne pas jouer. En fait, c'est plus oui, ne pas jouer, comme oui. ça. Parce que Hmm. Najim le disait et le soulignait, Arsenal n'est pas une équipe défensive. Et c'est là toute la complexité du football moderne aussi. Et c'est là où il faut avoir une sensibilité foot. C'est-à-dire que Arteta a cette volonté affichée de récupérer le ballon vite et haut. On voit souvent, je prends l'exemple l'année dernière par exemple avec Havertz de Garde, qui étaient les premiers à,
à lancer un pressing qui était suivi par Saka, par les milieux de terrain, etc. Cette année encore, on voit Arsenal qui pousse très haut et qui va chercher l'adversaire très haut, l'obligeant, et là c'est du foot très scolaire, on va dire, hein. C'est-à-dire que tu presses ton adversaire très haut, tu lui donnes aucune solution de passe. La seule solution pour l'adversaire, c'est quoi? C'est une longue balle. Et derrière, tu as Saliba, tu as Gabriel, tu as Calafiori, tu as Timber qui sont là au contact et qui vont aller récupérer le ballon rapidement. Donc, tu peux être, et pour moi, c'est une forme d'équipe offensive de vouloir récupérer le ballon très haut. C'est après ce que tu en fais. C'est-à-dire que Najim aussi, tu le disais, tu citais notamment Paris. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la saison, sur la deuxième partie de saison 2024-2025, c'est la plus belle équipe d'Europe. Mais pour autant, on est quand même à ça de les faire chuter, tu vois. Donc c'est pour ça on n'est pas si loin que ça. Mais Paris, effectivement, à un moment donné, il y a pas le cycle arrière gauche, central droit, arrière droit, central droit. Et ça, c'est super chiant. Et c'est ça qui est frustrant, Arsenal. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fois 80% de possession de balles, mais quand tu vois la zone où va être exploité le maximum de ballons, elle va être entre nos 25 et nos 40 mètres, alors qu'on aimerait qu'on aille chercher beaucoup plus haut. Et c'est ça où pour moi il y a une vraie piste d'amélioration, on parle d'axe d'amélioration, c'est ça que moi j'aimerais voir, c'est-à-dire appuyons-nous sur ce que l'on sait faire maintenant parfaitement depuis 3 ans, à savoir très bien défendre, encaisser peu de buts, aller récupérer le ballon haut, mais soyons ambitieux dans le jeu. C'est un terme que Ah, moi j'ai mais utilisé énormément, manque d'ambition, lors de la défaite à Liverpool. J'étais très fâché, très en colère à la fin de Tout ce rouge, hein, match-là t'étais tout parce rouge. Je me rappelle, que t'étais ouais, tout ouais rouge. j'étais tout rouge. Ouais, non, non, mais Mmh. j'étais très fâché parce qu'on perd ce match-là sans que Liverpool nous ait vraiment fait mal sur un exploit, ok, certes, un coup franc magnifique, mais du coup tu ressors de ce match-là, tu l'as perdu, tu as bien défendu, ok, mais tu le perds sans avoir essayé quelque chose. Et en fait, j'aimerais qu'on retrouve de l'ambition offensive. C'est surtout ça que moi mais tu j'aimerais voir. sais, sur le pressing que tu évoquais, moi je trouve quand même qu'on a un peu perdu le côté étouffant justement qu'on pouvait avoir. Exactement, À un exactement. moment, 2022-2023, voire même 2023-2024, notamment sur la deuxième partie de saison, je me souviens qu'il y a des moments où sur 90 minutes, pendant 60 minutes, vraiment, t'étouffes ton adversaire. Je me souviens Exactement. même d'un North London Derby contre Tottenham où Tottenham n'arrive pas à ressortir de sa moitié de terrain pendant une demi-heure. Harry Kane, il était obligé de revenir dans sa propre surface de réparation pour toucher des ballons. Parce qu'à Exactement. l'époque, on avait vraiment une équipe d'Arsenal qui pressait haut, ils asphyxiaient l'adversaire. Intensité, Aujourd'hui, intensité. Aujourd'hui, moi, je le retrouve plus trop, hein, ce Non, côté-là. non. Ça presse, mais avec beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins Ouais. d'agressivité. Et ça, justement, alors, là-dessus, oui, Raoul, j'aimerais que qu'Arsenal retrouve de l'ambition par rapport à ça. J'aimerais revoir une équipe d'Arsenal capable vraiment d'asphyxier son adversaire. Ça on l'a clairement perdu. C'est un peu Ouais, dommage, parce qu'en plus, tu as les éléments pour. Et moi, je pense que sur la partie pressing haut, il y a une vraie différence avec et sans Ødegaard. Et je pense que c'est pour moi la partie la plus visible avec et sans notre capitaine. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, quand il est blessé, tu peux mettre un Nwaneri, tu peux mettre un Eze. Sur la partie création jeu, je trouve même que le jeu est accéléré quand il n'est pas là, la plupart du temps. Par contre, quand Arteta s'entête à mettre Merino à la place de Degarde et que Merino essaie d'aller presser haut, il y a pas ce truc en plus, tu vois. Et je pense vraiment, et je trouve vraiment que Ødegaard, c'est notre déclencheur numéro un dans notre 11 type. Et quand il n'est pas Alors, là, tu le vois énormément. Et vu qu'il a quand Et même est-ce que loupé un certain c'est nombre de pas le matchs. binôme Odegaard-Havertz qui fait ça? Parce que Najim, tu parles de la fin de saison 23-24. C'est là où vraiment on Havertz, a c'est eu énorme. l'explosion d'Havertz, où tous les deux jouent énormément ensemble. Là, ça fait quand même un an que, je crois qu'Odegaard s'est blessé il y a tout juste un an. Il est revenu mi-novembre. Havertz est parti pas loin derrière, et n'a pas été blessé, est parti blessé pas trop loin non plus derrière. Ouais, début Et ça fait février, quand ouais. même Ouais, il s'est pété en un an février, que ouais. ces deux joueurs-là se côtoient très rarement sur le terrain. Ouais, Et pour moi, j'avais mais vraiment ces deux-là qui poussaient. Là, c'est vrai, quand on voit Gyökeres au pressing, c'est quand même c'est pas la pas la même même chose. chose. Non, mais c'est vrai que vous avez raison sur le fait qu'Havertz et Odegaard, dans la manière d'initier le pressing, ils sont super importants. Mais après, encore une fois, de quel Odegaard et de quel Havertz on parle? Parce que euh, le Odegaard, ouais, en 2023-2024, ah ouais, franchement, c'était très très fort. Moi, j'ai adoré sa saison. Mais l'année dernière, même quand il était là, Ouais. Arsenal jouait pas forcément mieux, hein. Et Kai Havertz, alors je sais que la communauté des supporters aime beaucoup Kai Havertz, mais la réalité, c'est que Kai Havertz, sa première partie de saison l'année dernière, elle est pas dingue. Avant qu'il se blesse,
Merci pas fou. Najim, C'est merci. pas fou. Écoutez Non, ce mais qu'il c'est dit. vrai. Non, mais moi je suis C'est pas d'accord. Moi fou. je suis absolument d'accord. Havertz, très très On parlera fort de sur Raya la après. deuxième partie de saison, très fort sur la deuxième partie de saison en 2023-2024 quand il est repositionné avant-centre. Hmm. D'ailleurs, moi j'avais trouvé sa première partie de saison catastrophique, mais vraiment le D'accord. terme catastrophique, et j'utilise rarement ce terme. Mais moi sur la première partie de saison, je l'avais trouvé catastrophique au milieu de terrain. Quand il est repositionné au poste d'avant-centre, alors là pour le coup, franchement, il a été extrêmement utile et de toute façon même les stats le prouvent. Hein, il n'arrêtait pas d'enchaîner les buts. Dans le pressing, il était hyper important. Dans la construction du jeu, franchement, il nous a fait beaucoup de bien. Et puis ensuite, sur la saison dernière, sa première partie de saison, je dis pas qu'elle est ratée, loin de là, mais je dis pas non plus qu'elle est folle. Hmm. On a eu un Kai Havertz un petit peu cyclique. Sur certains matchs, c'était bon. Sur d'autres matchs, c'était un peu moins bon. Derrière, il se pète et effectivement, sur la deuxième partie de saison, on ne le voit pas. Après, sur la prépa, effectivement, il a montré des choses intéressantes. Bon, malheureusement, là, il est blessé depuis un certain temps, donc on verra ce qu'il va pouvoir apporter. Ça reste un joueur dont j'ai de l'affection parce que c'est mon type de joueur. J'aime bien ce genre de joueur élégant techniquement. C'est un joueur qui, en plus, quand il joue avant-centre, il est capable de décrocher, de participer au jeu. Moi, c'est plus mon style de joueur que Gyökeres. Attention, je critique pas encore le niveau de Gyökeres. Hein. Moi, le Gyökeres, je vais lui laisser du temps, mais il y a une seule chose que je sais, c'est que c'est pas mon type d'attaquant. C'est pas le type d'attaquant que j'aime habituellement. Par contre, si le gars dans la surface de réparation, il me met des buts quasiment à chaque match, alors là, il n'y a aucun problème. Et je dirais Hmm. qu'il est super fort. Mais par contre, en termes de, de rapport avec le ballon, c'est pas forcément mon type d'attaquant. Je préfère un Kai Havertz et je préfère même un Gabi Jesus au tout début lorsqu'il venait d'arriver, où ses 10 premiers matchs étaient exceptionnels. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit truc sur Kai Havertz. Oui, moi je Il suis n'a rien d'accord. à dire, mais ça, non, c'est bon. Non, non, mais moi je suis pareil, je suis Pourquoi il y a un d'accord. désaccord sur Kai Havertz entre Non, vous? moi, quand En- Kai en- Havertz il est arrivé très rapidement et qu'il a fait ses purges, on faisait les débriefs de match et Ah, tout le monde lui en foutait plein la gueule. Et moi, je ah bah disais, oui. en fait, les gars, je pense que je suis le seul au monde à voir dans ce joueur quelque chose, son jeu sans ballon, son placement, son déplacement vis-à-vis de ses coéquipiers. Mais effectivement, il n'était pas productif, il n'était pas important dans le poste où on l'a mis. Mais j'ai toujours dit que ce joueur-là, moi, me plaisait parce que je trouve qu'il pue le football, en fait, Havertz. Et quand tu regardes les matchs, même quand il joue devant et qu'il n'a pas beaucoup de ballons, mais quand tu regardes tous ses déplacements sans Bien ballon sûr, par rapport à l'équipe, moi, en fait, c'est ma philosophie foot, tu vois, c'est le déplacement sans ballon qui va créer des décalages, etc. bien sûr. Et au début de saison, en fait, moi, je disais, mais les gars, calmez-vous. Averse, moi, j'adore, tu vois. Ouais. Mais comment tu peux Ça- dire qu'il est bon? Bah ouais, alors, il n'a pas été transcendant, il n'a pas été bon, mais moi, Ah j'y mais crois. Voilà. Non, ça mais la première partie de saison, franchement, c'était dur d'y croire. c'était Ouais, mais j'ai horrible. tenu, hein, Il j'ai était, tenu. il était en manque de C'était confiance et le horrible. gars, mais C'était en fait, horrible. toutes les passes Et, c'était raté. Tu sentais qu'il n'était pas là en fait. Tu sentais ouais, qu'il c'était n'était pas horrible. sur le C'était terrain. horrible. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait fait notre 11 flop d'Arsenal et Axel l'avait mis dans le 11 alors qu'il avait fait 2 mois. Tu vois, tellement Ah c'était. oui, Franchement, il était cata. Il était vraiment ah, cata. c'était cata. Je m'en Après, il y a souviens très aussi très bien. toujours ses attentes en fonction du montant du transfert. Ça aussi, ça joue beaucoup. Je Eh pense que oui, tu prends Kai mais Havertz à 10 millions, t'as pas les mêmes bah, attentes bien sûr. non plus. Quand Ouais. tu mets 75 millions sur le gars et que tu me dis son ballon, il est bon, ouais, je l'ai. Enfin, c'est pas mon Et, oseille, hein, et mais je les ai un peu comme ça, bien quoi. sûr. Et moi, il y a autre chose aussi que je lui reproche un peu, c'est que tu sais, parfois aussi en termes de caractère et de personnalité, Ah je pense que oui, parfois il peut avoir une certaine nonchalance. Tu vois, je vais le comparer à un autre joueur dans un autre club que Arne Slot a réussi à transformer, c'est Zoboslai. Où je trouve que ouais. Zoboslai, quand il était sous Klopp, je lui voyais aussi un petit peu cette nonchalance. Je trouvais que c'était un joueur qui avait des super qualités de footballeur, mais je trouvais qu'en termes de personnalité, c'était un peu nonchalant et qu'il exploitait pas 100% de ses capacités. Derrière, Arne Slot, il a réussi à complètement le transformer dans un rôle un petit peu différent. Bah, c'est un peu la même chose chez Kai Havertz. J'ai l'impression à chaque fois qu'il est sur le terrain qu'il n'exploite pas 100% de ses qualités. Ouais, Szoboszlai qui joue arrière droit maintenant et qui a éteint Martinelli, rappelons-le. il manque, enfin, pour finir sur Kai Havertz, c'est un joueur qui manque un peu de caractère, on va pas se mentir. Quand le Bah collectif oui, s'effondre, c'est jamais lui qui va tirer vers le haut l'effectif, clairement, comme un autre clairement. joueur de l'équipe, Bukayo Saka. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi, ce que je voulais dire et pareil pour finir sur l'aspect tactique et tout, en fait, globalement, tu as un peu l'impression d'être face à une équipe robotique, quoi. Tu vois, c'est Exactement. Odegaard Mais qui c'est passe ça, le mais ballon c'est ce qui est à recherché par Bukayo Arteta. Saka, Saka qui passe le ballon à C'est le latéral droit. recherché par Arteta. Tu vois, en Rappelez-vous fait, le débrief qu'on avait fait, le bilan d'Arteta en fin de saison dernière, oui, non, où je mais disais qu'en fait, Arteta, il est dans un niveau de contrôle où, en fait, quand tu es joueur, tu n'as plus aucune part de de créativité. créativité, En ouais, fait, bien c'est-à-dire sûr. que quand tu le controles, tu sais ce que tu dois déjà faire, Ah, tu mais vois. Et je au pense que point, quand on arrive là, c'est trop.
en fait. Au Surtout point quand tu as où, des joueurs créatifs. limite, t'as l'impression Bien que sûr. Odegaard, tu sais, Arteta lui dit Odegaard, avant de faire ta passe, il faut faire 15 pas. Une fois que tu as fait 15 pas, tu passes ton ballon. Tu vois? Alors que là, on parlait du PSG pour être sérieux 30 secondes, mais ce qui a fait la beauté de la saison du PSG, c'est que il y avait des capacités de doublement. Tu avais, Doué qui pouvait basculer avec Barcola, Barcola qui pouvait basculer Exactement. avec Exactement. Dembélé. Et en fait, c'est ça qui crée l'inattendu, c'est ça qui crée le. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Toi, tu es défenseur et tu n'arrives plus à défendre. Tu sais, il y a eu un débat sur la finale, très rapidement, sur la finale de la Ligue des Champions avec les défenseurs. J'ai vu ça là, les défenseurs de l'Inter qui auraient été. Enfin, l'équipe de l'Inter qui aurait été payée, soi-disant, parce que tu voyais des réactions Mm. des joueurs, des défenseurs de l'Inter qui n'étaient pas normales. Mais en fait. Quand pendant 90 minutes, tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain qui te met une intensité au point de perdre tous tes repères sur un match de foot, en fait, c'est ça qu'il faut analyser. C'est comment C'est est-ce que un mec créateur de comme chaos. Acherbi, qui a 36 ans, 37 ans, qui a tout vu, qui a vécu, qui a joué contre les plus grandes équipes, il n'est pas capable au bout de la, je sais pas, c'était au bout de la 60e, il est complètement, le gars, il est paumé sur le terrain. C'est parce qu'en Ouais, fait, l'équipe en mais face, elle t'a fait des mouvements enfin, des mouvements entre les joueurs qui font que, en fait, tu sais plus où défendre, tu sais même plus quoi faire, quoi. Pourtant, ce sont mais des joueurs de haut niveau. et on le voit, je trouve que c'est le football qui fonctionne le mieux en ce Ben moment. oui, C'est quand tu as énormément de mouvements et de permutations sans ballon. T'en parlais avec le Paris Saint-Germain. Moi, il y a une équipe aussi qui, sur le début de saison, je trouve très intéressante, c'est le Bayern Munich. Et d'ailleurs, absolument. j'ai assez hâte de voir notre confrontation contre le Bayern, parce que le Bayern, franchement, il est en train de réaliser un très bon début de championnat en Bundesliga. Il y a eu aussi la victoire contre Chelsea en Ligue des Champions. Et je trouve que Vincent Kompany fait du très bon travail là-dessus. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des rotations, c'est-à-dire que tu vas avoir en fait une équipe qui, quand ils vont avoir le ballon, ils vont jouer en 3-2-5. Mais si tu prends les trois joueurs de la première ligne, bah, ça va changer. Tu vas avoir les deux défenseurs centraux et le troisième, parfois tu vas avoir Leimer qui est latéral droit. Parfois, tu vas avoir Pavlovic qui est milieu de terrain. Parfois, tu as Gnabry qui est numéro 10 qui va revenir dans cette défense à 3. Et donc, en fait, tu as beaucoup de permutations et des, des mouvements sans ballon. À Arsenal, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire Ouais, qu'Arsenal, je peux te dire où vont être les joueurs avant le ouais, match, en fait, absolument. quand on est en possession du ballon. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de permutations, de mouvements. Voilà, des joueurs qui permutent, un ou deux gardes à un moment qui va être dans le demi-espace droit, à un moment tu vas le retrouver un petit peu excentré. Mm. Ça, malheureusement, ça nous manque beaucoup. Les Beaucoup. ailiers qui permutent quand ils n'y arrivent pas, par exemple, Ouais. Saka Par Martinelli, exemple, enfin bref, tu vois. pourquoi pas? Et Ouais. d'ailleurs, Raoul, et d'ailleurs, Oui, Raoul, Méchan. enfin, et même l'équipe, c'est pour ça aussi que pendant longtemps, enfin, et même jusqu'alors, hein, en fait, on a contemplé le déséquilibre qu'il y avait entre le côté gauche et le côté droit d'Arsenal, avec le côté droit très fort, Odegaard, Saka, Ben White ou Timber, et à gauche, où il se passait pas grand-chose parce que le latéral gauche rentrait très souvent vers l'intérieur, ce qui laissait Martinelli tout seul sur le côté gauche et faire sa saison éclatée parce que bah, tout seul, tu peux pas faire grand-chose malheureusement. Donc, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, c'est tellement robotique, en fait, tu laisses un déséquilibre criant sur le terrain match après match. Non, mais clairement. C'est ça. Najim, j'aimerais aussi avoir On parle d'axes d'amélioration. Euh, je trouve qu'on est très consistant quand même depuis le début de la saison. Et encore une fois, si on devait résumer ce que l'on a dit, on manque de créativité, on manque d'ambition offensive, tout ça, ok. Il y a pour moi un axe d'amélioration par rapport au 11 de départ qui est le côté gauche. L'ailier gauche, si on peut reprendre la C'est terminologie intéressant, ça. à l'ancienne. Et j'aimerais vraiment beaucoup t'entendre là-dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'année dernière, on avait Martinelli, Trossard, qui se battaient en duel. Martinelli n'était jamais très bon, mais n'était Il se, jamais ba- très mauvais. Et souvent, je il se battait pas mettais en vraiment. avant son travail défensif qui aidait quand même beaucoup l'équipe et son état d'esprit, sans faille, même s'il n'était pas bon. Cette année, on a recruté. On sait que Madueke peut évoluer côté gauche. On sait que Eze peut évoluer côté gauche, même si pour moi, Eze, c'est pas son poste préférentiel. Euh, On a ressorti Martinelli du chapeau il y a à peu près un mois et il est devenu l'homme le plus décisif offensivement d'Arsenal en mettant 3 buts, une passe décisive, en sortant de nulle part. On a Trossard qui, pour moi, et c'est là où je vais avoir besoin de ton avis, Najim, Trossard, pour moi, je vais pas dire que c'est une erreur de casting, mais je comprends pas ce joueur-là. Et pour moi, si on veut être vraiment un prétendant au titre, il va falloir qu'on trouve une solution côté gauche. Alors, soit une solution côté gauche, soit une solution structurelle qui nous permet d'évoluer peut-être différemment. Est-ce que
ton regard à toi de ce côté gauche, est-ce que tu trouves que c'est notre maillon faible ou est-ce que tu trouves qu'Arteta a trouvé les solutions qu'il fallait? Euh, Ouais, Voilà. bah, ouais. En fait, moi, à la base, quand Eze arrive, alors, moi, je l'avais pas mal vu du côté de Crystal Palace. J'étais conscient qu'il est plus à l'aise à l'intérieur. Mais moi, dans mon esprit, c'était un joueur quand même qui devait jouer côté gauche, mais Bien dans un sûr. rôle un peu différent. C'est-à-dire, il commence ailier gauche, il se recentre à l'intérieur du jeu, dans un rôle un petit peu de meneur de jeu excentré. Et je me suis dit qu'il pouvait apporter quelque chose de différent par rapport à Bukayo Saka de l'autre côté, qui lui est un joueur qui va un petit peu plus coller la ligne. Donc, ce qui fait que tu aurais Bukayo Saka qui, lui, à droite, va coller un petit peu la ligne, et de l'autre côté, un Eberechi Eze qui démarre peut-être les actions côté gauche, mais qui finalement va se recentrer dans ce qu'on appelle le demi-espace gauche. Par contre, malheureusement, cette animation-là, elle pose pour moi deux problèmes, en fait. Elle pose deux problèmes, et je pense que ce sont deux problèmes qui germent dans l'esprit de Mikel Arteta. C'est qu'en fait, si tu fais ça, déjà, il te faut un latéral qui va pouvoir t'apporter sur le côté gauche. Alors ça, Calafiori, il en est capable, mais Lewis Kelly, beaucoup moins. Lewis Kelly, ça va être un latéral qui va beaucoup plus venir s'asseoir au milieu de terrain comme il l'a fait l'an passé. C'est pas forcément un latéral de débordement. Calafiori est un petit peu plus capable de le faire. Ça, c'est le premier problème déjà, c'est de savoir véritablement l'identité déjà du latéral gauche que tu vas mettre si Eberechi Eze joue ailier gauche. Et le deuxième problème, qui je trouve est un petit peu sous-estimé, c'est qu'en fait, si tu demandes à Eberechi Eze de se recentrer à l'intérieur du jeu, bah, ça veut dire que ton relayeur gauche ne peut plus venir se projeter dans cet espace-là. Et ton relayeur gauche l'année dernière, c'était qui? C'était Declan Rice, notamment sur la deuxième partie de saison. Et c'est qui le meilleur joueur d'Arsenal sur la deuxième partie de saison? C'est Declan Rice. Et moi, en fait, Declan Rice, je le préfère quand il joue relayeur. Alors, il est capable de jouer aux deux postes, il est capable de jouer 6, il est capable de jouer 8, mais je le préfère numéro 8 quand il joue dans le demi-espace gauche, comme c'était le cas l'année dernière, où, en fait, je trouve que dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur qui t'apporte beaucoup de choses. Il peut t'apporter parfois une qualité de passe, parce qu'il n'est pas horrible, on va dire, avec sa qualité de pied, mais c'est aussi un joueur qui va aussi t'apporter par ses mouvements sans ballon. Parce que, un peu comme le faisait Granit Xhaka lors de notre saison 2022-2023, c'est un joueur qui va multiplier les appels dans cet espace-là. Chose que, par exemple, Mikel Merino, parfois, je trouve qu'il fait un petit peu moins, alors que d'ailleurs, il montre avec l'Espagne qu'il est capable de le faire. Eze aussi, je trouve que c'est un joueur qui va davantage demander le ballon dans les pieds. Donc moi, je préfère avoir un Declan Rice dans le demi-espace gauche. Mais par contre, le problème, c'est que je préfère aussi avoir Eze dans cet espace-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, qui pour occuper le côté gauche? Bah, c'est vrai que c'est un problème. C'est un vrai casse-tête. Euh, moi, je suis d'avis que Martinelli et Trossard, quand tu arrives dans les matchs coup près sur la deuxième partie de saison, je trouve que ça reste léger. Ouais, c'est trop léger. Ouais, je trouve que ça reste léger. Martinelli, ouais, on a tous beaucoup d'affection pour Martinelli. C'est un gars, il est arrivé à Arsenal, il avait 18 ans. On se souvient de son but contre Chelsea, où il se retrouve en face à face, il part du milieu de terrain, il marque son face à face. On l'a vu éclore sur la saison 2022-2023. Il avait fait une super saison. On a tous beaucoup d'affection pour Martinelli. Mais le problème, il faut dire la vérité, il sort de deux saisons hyper frustrantes. Où c'est un joueur effectivement qui va te faire des efforts défensifs. C'est un joueur pour le coup qui va t'apporter beaucoup de quantité, mais en termes de qualité, c'est un joueur malheureusement dans le dernier geste, bah, il lui manque quelque chose. Et quand tu arrives sur la deuxième partie de saison et que tu vas jouer des matchs hyper importants de Ligue des Champions, ou alors des matchs de championnat où il y aura beaucoup plus de pression, parce que tu sais que si tu perds, Liverpool ou Manchester City peut te passer devant, bah, je trouve que dans ces matchs-là, Martinelli, il peut être un peu frustrant. Alors là, c'est bien, hein. Il a marqué contre City, il a marqué contre l'Athletic Club Bilbao, et moi je trouve qu'il a beaucoup plus un profil à rentrer en cours de jeu, parce que quand l'équipe elle est un peu fatiguée, lui, il a ce profil un peu pile électrique. Et ce côté-là où il a beaucoup percuté face à une équipe qui a déjà joué pendant 70 minutes à courir après le ballon, je trouve, moi, personnellement, que Martinelli, il est beaucoup plus adapté à ça, à un joueur qui va rentrer en cours de jeu. Et Trossard, je te rejoins un peu. Alors, enfin, je dirais pas que c'est une erreur de casting, parce qu'attention, quand il arrive, Quand quand il est même, arrivé, ouais, ah ouais, quand il arrive au mois de janvier, il nous sert quand même. Il nous incroyable. Oui, sert. non, mais là, je te parle des 2 dernières années, là, Ah où le ouais. mec, il est bon en sortant du banc, mais dès qu'il est titulaire, il perd complètement de Oui, mais son mojo, tu vois. après, attention, parce que Trossard, quand il n'arrive pas dans un rôle de titulaire indiscutable. Il arrive justement dans un rôle un petit peu de rotation. Et moi, je Mm. trouve finalement qu'il a plutôt rempli son rôle. C'est-à-dire un joueur qui a réussi à apporter une concurrence à Martinelli. Parfois, il lui est même passé devant. Il a fait des bons matchs, des moins bons matchs dans le lot. Alors, moi, personnellement, parce que je crois qu'il arrive en fin de contrat dans pas si longtemps, je crois, Leandro Trossard, Ouais, il a juste eu une peut-être revalorisation 2027. salariale, mais sans augmentation, sans Ouais, prolongation de contrat, ouais. sans prolongation de contrat. Il arrive, je crois, il a quand même 30 ou 31 ans. Moi, j'aurais pas été contre de le vendre cet été. Bah Mais il oui, il aurait fallait. fallu, ouais.
parce qu'il arrive à un certain âge, il arrive bientôt à la fin de son contrat. Et je pense qu'il a fait son aventure à Arsenal, un joueur qui est venu dans la rotation, qui nous a servi par moment. Mais effectivement, je pense aussi qu'il a un plafond de verre. Et moi, je partais du principe au départ que Eze fallait qu'il joue à gauche. Aujourd'hui, bah, je suis dans le doute. Je suis pas complètement tranché. Peut-être que Arteta va réussir à trouver une animation avec Eberechi côté gauche, mais il est évident que le problème qu'on se posait, la question qu'on se posait pardon l'année dernière concernant ce côté gauche, bah, malheureusement, on l'a encore toujours pour le moment sur ce début de saison. Donc vrai point d'amélioration. Bah Jonathan ouais, et clairement. Méchant. Sur ce côté gauche ou sur un autre point d'amélioration avant de parler de perspective. Bah, je pense que Najim a bien fait le tour quand même avec son explication là. Ouais, il est plutôt C'est quand même il est un peu plutôt bon, hein, le jeune. problématique. Ouais, il est plutôt pas mal, ouais. Non, mais bah du coup, on se retrouve avec deux ailiers qui sont là depuis 3 ans, à qui on fait pas confiance en tant que titulaire quand vraiment les matchs importants vont arriver. Donc c'est quand même problématique. À voir ce que Madueke va pouvoir donner. Sur le côté gauche, on sait qu'il a surtout évolué côté droit en début de saison quand Saka était blessé. Let's see. Mais on sait que lui aussi, par exemple, confond côté préférentiel, c'est le droit. Donc ça fait un peu casse-tête chinois. Après, moi, au niveau de progression, bah, les axes de progression, ça va être cette organisation même au milieu, même quand on va avoir Eze au milieu, comment ça s'organise. Avec Rice, Mendy, Odegaard, ça fait quand même... c'est quand même un milieu de terrain bien fourni. Donc pour trouver la bonne solution, ça va être compliqué, mais surtout trouver la solution pour pouvoir relâcher Gyökeres le plus rapidement possible, quoi. Et ça, C'est c'est un ça vrai qui va être problème de clé. riche, du coup. C'est un problème qu'on Ouais. n'avait pas l'année dernière et Et, c'est et, plutôt, et, c'est et, plutôt cool d'avoir ce genre de ouais, problème. et d'ailleurs, sur mon explication un peu que j'expliquais tout à l'heure, je voulais rajouter quelque chose. C'est que tu sens clairement aussi qu'Arteta, il cherche quelque chose avec Calafiori. Parce que Calafiori, depuis le début de la saison, il a été utilisé au même poste, hein, toujours latéral gauche, mais sur différents rôles. Contre Newcastle, par exemple, il avait un petit peu ce rôle véritablement de latéral de débordement. Moi, je trouve que c'est peut-être ce qui lui va le mieux et c'est ce qui Ouais, arrangerait le Hakimi. plus l'équipe, Ah oui, je oui, bah oui. pense. Mais par contre, il y a des matchs, je crois que c'était contre City, où il essayait de l'utiliser un petit peu justement dans le demi-espace gauche que j'expliquais tout à l'heure. Parce que ça, c'est un peu la mode en ce moment. Il y a beaucoup de gauche, il y a beaucoup de coachs qui font jouer leur latéral gauche très haut sur le terrain, mais pas sur le côté, plus à l'intérieur. Il y avait la mode du latéral gauche qui vient s'asseoir au milieu de terrain, comme le faisait Cancelo. Arteta avec Zinchenko ou avec Lewis Kelly, comme le faisait Cancelo. Guardiola avec Cancelo, effectivement. Là, maintenant, il y a une nouvelle mode là depuis quelques années, depuis un an et demi, je trouve, où les entraîneurs font jouer leur latéral à l'intérieur, mais encore plus haut, sur la ligne offensive. Par exemple, Maresca le fait Hakimi. beaucoup avec Malo Gusto, par exemple. Hakimi après Même, au PSG. ouais, voilà, Hakimi, effectivement, au PSG, même Udogi, de temps en temps, à Tottenham, joue Ouais. quasiment dans ce rôle-là. Et ben là, Arteta a tenté ça avec Calafiori. Moi, ça, j'aime pas parce que déjà, je trouve que Calafiori, même si effectivement, il a fait des bons matchs hein, sur le début de saison, il y a un match d'ailleurs où il marque un petit peu dans ce rôle-là. Mais encore une fois, ça t'empêche d'avoir des joueurs peut-être un petit peu plus créatifs dans cette position-là. Et notamment, encore une fois, Declan Rice. Parce que moi, je suis persuadé que Declan Rice, tu dois l'avoir un peu plus proche de la surface de réparation. Parce que lorsqu'il est trop bas sur le terrain, je trouve que c'est pas le joueur qui va te servir le plus pour ressortir le ballon. Normalement, ça doit être le boulot de Zubimendi, qui a cette qualité de passe, qui normalement doit être capable de décrocher, de trouver des lignes de passe pour faire en sorte que ton équipe ressort. Mais pour moi, Declan Rice, il ne doit pas être à la même hauteur que Zubimendi. Il doit être un cran au-dessus. Doit être en box-to-box et il faut éviter de mettre trop de densité dans le milieu de terrain. Et quand Calafiori il Mm. rentre, il crée une densité encore plus importante au milieu de terrain. Et quand tu En fais un plus, arrêt sur image, tu te rends compte que sur le côté gauche, en fait, lorsque tu arrives sur un système de vouloir changer de côté, où tu fais ton système, ton circuit préférentiel, et ben à un moment donné, quand Gabriel ou Saliba vont avoir le ballon, tu vas lever la tête et avec qui tu vas avoir à gauche? Personne, à part Martinelli ou à part Trossard. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ce dézonage du côté droit, on l'a crié au génie parce que c'est Pep qui l'avait mis en place, que Arteta l'a utilisé, comme tu disais avant, avec Zinchenko et avec Lewis Kelly. Mais je trouve que ça dénature et que ça rend pas toujours service au foot. Ouais, voilà, enfin bref. Au foot, carrément. Ouais, non, mais parce que du coup, à un moment donné, quand tu veux accélérer le jeu, il faut que tu aies des joueurs qui soient disponibles. Non, non, mais. À l'époque du Barça, tu avais les latéraux, ils avaient une consigne, c'était tu dois longer la ligne de Oui, touche. oui, Tu vois? bien sûr. Alors, je dis pas qu'il faut en arriver là, mais à un moment donné, il faut que si tu veux accélérer le jeu, et pas forcément en allant chercher directement Gyökeres dans la verticalité, parce que tu vas évoluer face à un bloc bas ou un médian, mais qui est bien en place, et ben tu vas devoir Mais aller chercher sur les côtés. Et quand tu mais veux pour moi, avoir ouais.
Pardon, je t'ai Non, coupé, non, mais vas-y, pour vas-y, moi, vas-y. tout dépend en fait des joueurs en fait que tu as Oui, bien Ouais, sûr. autour. Tu vois, par exemple, l'année dernière, quand tu avais Lewis Kelly qui venait à l'intérieur du jeu et que tu avais un Martinelli qui était côté gauche, moi, ça me posait pas de problème parce que pour le coup, Martinelli, c'est un vrai ailier qui va venir coller la ligne de touche. Par contre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai des doutes un peu sur ses qualités, notamment quand le niveau s'élève. Mais en termes d'animation, je trouve que c'était cohérent. Mais par contre, quand tu décides d'avoir un Eberechi côté gauche, ça a été le cas un petit peu sur quelques matchs et puis sur d'autres matchs, Arteta a préféré le mettre à l'intérieur du jeu. Il faudra voir hein, quand Odegaard va revenir, tu auras Odegaard, Declan Rice, Zubimendi. Est-ce que Ah oui, Arteta va accepter de casser ce milieu de terrain pour mettre ah non. Eberechi Eze ou alors est-ce qu'il va le mettre côté gauche? Moi, je pense qu'il va plutôt Le Ah oui, mettre oui, privilégier c'est la côté deuxième gauche, côté ouais, option. ouais. gauche, bah, évidemment. Bah oui, et à partir du moment où tu as Eberechi Eze côté gauche, pour moi, l'option d'avoir un Lewis Kelly qui rentre à l'intérieur du jeu, ça a moins de sens parce que Eze, il n'a pas les mêmes qualités que Martinelli. C'est pas un joueur qui va attendre le ballon côté gauche. Ou alors, Mikel Arteta arrive véritablement à le transformer de cette manière-là. Et si c'est le cas, on se lèvera et on applaudira. Mais bon, je suis pas Mais certain que ça colle à ses qualités. surtout que moi, de manière très bête et méchante, ce qui marche, je vois pas pourquoi ce qui marche à droite ne pourrait pas marcher à gauche. C'est-à-dire que les dédoublements qui sont faits à droite avec Saka, Et Timber? White ou Timber, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec l'ailier gauche et le latéral gauche? Enfin, peut-être que encore une fois, c'est une tactique sortie du chapeau pour déstabiliser l'adversaire. Sauf que ça fait 2 ans que ça déstabilise pas grand monde. Parce que tu as Ødegaard qui est très attiré par le côté droit et que tu as ce fameux jeu en triangle Oui, qu'on le mais retrouve depuis des années. Non, mais tu vois, pourquoi est-ce qu'on verrait pas Calafiori déborder après Calafiori? Il doit être titulaire parce qu'avec ses cheveux longs là, il est tellement beau gosse qu'il mérite qu'il soit là. Et moi, j'avoue que j'ai un peu Richard sera content de ouais, non, t'entendre par rapport à ça. j'ai un faible pour les joueurs qui ont les cheveux longs. Pour les beaux gosses, on Euh, comprend pourquoi, ouais. Voilà, ça s'est placé. Après, juste si je peux me permettre, Raoul, sur tu sais Martinelli, Odegaard, Trossard, pardon. Oui. Moi, je pense, sincèrement, mon analyse, c'est que, effectivement, Martinelli, pour moi, lui, est arrivé à un plafond de verre. C'est-à-dire que, en tout cas, à l'instant T où on parle, il a du mal à aller plus haut, ou en tout cas à changer son style de jeu. Or, Trossard, je pense pas que ce soit footballistique. Je pense que c'est dans la tête. Je pense que c'est son état d'esprit, son body language. Quand tu vois, quand il rentre, t'as pas l'impression qu'il a envie de jouer parce que c'est un joueur. Et je pense qu'il souffre aussi de sa polyvalence. C'est un joueur depuis qu'il est là, il a joué, je pense à peu près quasiment partout. Hmm. Tu vois, un match il va jouer à gauche, l'autre match il va le jouer à droite, et puis le match après il va jouer récupérateur ou numéro 10. Il a même joué avant-centre. C'est difficile pour un joueur comme lui, je trouve, d'avoir des repères et d'avoir une continuité dans ses performances. Or, Odegaard, je vais y arriver, Martini, je pense que c'est vraiment, il y a une limite quoi, dans sa capacité à faire la différence. Euh, Ce qui fait que, assurément, je pense que quand tout le monde sera là, Eze sera à gauche, et il faut voir comment est-ce que Eze va se Mais, fondre. ouais. Mais encore une fois, ça va changer beaucoup de choses dans l'animation. Parce que moi, Mm. je pense que voilà, quand Odegaard ne va pas être là, effectivement, Eze va jouer relayeur gauche. Tu vas avoir Lewis Kelly ou Calafiori qui vont jouer un petit peu dans le rôle de latéral intérieur. Donc, je pense que ça peut fonctionner, cette animation-là. Mais à partir du moment où Odegaard va revenir, effectivement, Arteta va devoir à nouveau bricoler et trouver quelque chose qui fonctionne, comme on l'explique depuis tout à l'heure. Moi, j'ai une question maintenant. Si Eze joue à la place de Odegaard et que Eze fait un mois exceptionnel, Ben, pourquoi pas? C'est la qu'est-ce qu'on concurrence, fait? hein. Ouais, bah oui, Ah, oui. mais sauf Ouais. qu'on sait très bien Moi, je que suis Arteta d'avis. touchera pas à son. Ouais, son capitaine. Ah oui. Ouais. T'es... Ouais, ouais. Mais Chad, je vais pas clore le sujet, mais je vais te reparler de la Je sais, je fais blessure exprès de poser la d'Odegaard l'année question. Non, mais dernière, oui, non, mais je fais où exprès à de un poser la moment question. donné, il a été absent pendant 10 semaines Bien et que sûr, bien à sûr. aucun moment il a dit à Nwaneri, prends la place d'Odegaard. Non, on a d'abord essayé avec Trossard, on a essayé avec d'autres, et au fur et à mesure, on avait les joueurs qui se blessaient, pour finalement Nwaneri qui joue parce que les gens étaient blessés sur le côté droit, mais on n'a pas laissé sa chance. Ødegaard, Bien c'est sûr, Ødegaard, et quand bien Ødegaard sûr. reviendra, il Oui, il jouera. sera titulaire indiscutable. Bon, après, Euh, Nwaneri et Eze, c'est quand même pas le même calibre ni le même profil, quoi. Donc, bon, Ah oui, non, bien on sûr. sait pourquoi. On sait qu'il était frileux avec Nwaneri l'année dernière, mais on sait, enfin, il y a quand même quelques Pourtant, pistes pour Nwaneri, comprendre pourquoi. il y a des trucs Ouais. sympas à voir. Mais bon, on Sur va. CPF, De c'était toute façon, il va compliqué. y avoir des blessures, il va y avoir des suspensions, il va y avoir plein de choses. Donc, on aura l'occasion de voir un petit peu la, la cuisine interne d'Arteta en fonction des joueurs qui sont dispo. Jonathan, je reviens vers toi. Le temps passe, messieurs. J'adore parler avec vous, mais on va faire un podcast de 5 heures sinon. Jonathan, je reviens vers toi parce que je vais rebondir sur ce que Najim a dit tout à l'heure. Il a dit, il est vrai qu'on s'ennuie devant les matchs d'Arsenal. Euh,
si Najim ne l'avait pas dit, Méchad aurait pu le dire, j'aurais pu le dire, Jonathan, toi-même, tu aurais pu le dire. Mais j'aimerais qu'on rebondisse dessus parce que Louis a fait un excellent article sur Arsenal French Club qui justement traite de cet ennui et finalement on se rend compte que finalement on s'ennuie pas tant que ça. Et je sais que tu as bossé cet article-là, Jonathan, pour cet épisode. Donc je te laisse la parole. On s'ennuie. Non, il n'y a pas. Enfin, ouais, Louis a fait un super article là-dessus. Oui, je m'ennuie devant les matchs d'Arsenal. Après, il y a juste une stat que j'ai vu passer qui m'a un petit peu interpellé. On marque énormément sur coup de pied arrêté, on le sait, on va pas se le cacher, c'est normal. Mais au niveau des XG en open play, donc dans le jeu, Arsenal est deuxième de première ligue derrière, que j'ai pas de bêtises, City. Alors, c'est pas des montants faramineux, mais pour moi, ça reste quand même une belle perspective, c'est-à-dire qu'on se crée des occasions. On arrive à se créer les occasions dans le jeu, hors coup de pied arrêté. Et ça, je pense qu'une fois que le puzzle va vraiment tout bien se trouver et que tout va rentrer en place, je pense qu'il y a des belles choses à venir. En fait, moi, j'ai du mal avec ce genre de stade parce que, encore une fois, c'est Hmm. quoi l'intention de l'équipe? Tu sais, il y a je sais plus si c'était quand il était au Real ou à Chelsea. Mourinho, à un moment donné, il est meilleure attaque. Je crois que c'était quand il était à Chelsea, meilleure attaque de Première Ligue. Alors que on sait que le jeu de Mourinho, c'est la défense et la contre-attaque. Tu vois, il y avait pour le Bah, coup au Real aussi. Au et au Real, il y a Real une aussi, année tu vois. où je crois Voilà, c'est il marque ça. 120 buts Voilà, c'est sur la ça. saison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe, c'est la plus offensive d'Espagne? Non, tu vois, quelles sont les intentions en réalité par rapport aussi aux joueurs que tu as? Moi, et évidemment que, enfin, pardon, mais à un moment donné, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Évidemment que Arsenal a plus d'XP que la quasi-totalité des équipes de Première Ligue quand on compare la qualité des effectifs, hein. Encore heureux. Je veux dire, faut arrêter à un moment donné de minimiser ça, quoi. Dire oui, on a plus d'XP que Nottingham Forest. Oui, attends, on va pas se justifier sur le pourquoi est-ce qu'on a plus d'occasions qu'une équipe comme celle-ci, quoi. Je veux dire, moi, pour moi, ces stats, elles veulent pas dire grand-chose. Quand tu regardes les intentions de l'équipe, t'as ni l'impression d'une domination extrême, enfin d'une surdomination, même si effectivement dans les faits, en termes de possession, de sérénité, etc., on l'a déjà répété, oui, Arsenal domine, mais je veux dire en termes enfin, je sais pas, moi, cette stat, elle veut pas Non, dire mais grand-chose. ouais, moi je suis d'accord. En fait, les chiffres, ils peuvent pas remplacer véritablement ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Ça, c'est pour moi, ça c'est une certitude. Et puis je trouve aussi que ces XG, j'ai la sensation en tout cas, qu'ils sont accumulés sur des courts laps de temps. Par exemple, tu prends le match contre Tottenham, tu fais un gros début de match jusqu'à la situation où il y aurait dû avoir penalty sur Gyökeres, là, à la 13e, 14e minute de jeu. Donc à ce moment-là, je pense que Ah, tu te de procures pas mal Newcastle. d'XG. Oui, j'ai dit qui? T'as dit Tottenham. Oui. Ah, pardon. Newcastle, évidemment. Tottenham, je sais pas quand est-ce qu'on les joue d'ailleurs. Je sais pas si c'est bientôt ou pas. Donc oui, sur les 13-14 premières minutes de jeu contre Newcastle, on se procure beaucoup d'occasions. Et Après, ensuite, hein. tu as les 10 dernières minutes Mm. où tu arrives à marquer les deux buts. Ouais, Mais exactement. alors, finalement, entre la 15e et la 80e minute de jeu, je pense qu'en termes d'XG, tu te procures pas tant d'occasions que ça, hein. Ouais, ouais, Parce qu'à ce ouais. moment-là, tu as une équipe d'Arsenal qui est un peu ronronnante, comme on l'explique depuis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que les chiffres aussi, parfois, peuvent être piégés. Et je sais plus qui disait ça d'ailleurs, mais je me souviens l'avoir écouté dans un podcast où quelqu'un disait que justement les XG, je crois que c'était peut-être Habib Bey qui expliquait ça dans une conférence de presse, où il expliquait que les XG parfois sont trompeurs parce que voilà, tu peux avoir 3 en XG, mais tu peux les avoir de la 60e à la 70e minute de jeu sur un très gros temps fort et ne rien faire autour. Donc parfois, attention, ça peut être piégeux. Il faut voir un petit peu sur l'ensemble des 90 minutes est-ce que tu as véritablement réussi à te procurer des occasions, à être constant, à être régulier sur la totalité d'un match? Et j'ai la sensation que depuis le début de la saison, c'est pas le cas du côté d'Arsenal. Écoutez bien ce qu'un commentateur sportif de Canal+ vient de vous dire, mesdames et messieurs, les stats ne font pas tout. Merci Najim. Ça C'est fait sûr. 2 ans que je dis arrêtez avec les stats parce que ça me rend ouf. Parce qu'on dit Ah oui. ouais, Raya c'est le meilleur gardien au monde parce qu'il a des stats, etc. Mais genre, il a les meilleurs pourcentages d'arrêt. Mais déjà quand tu as une Na- na- défense na- comme tu l'as là, tu as 3 arrêts Najim, à faire. c'est quoi ton avis Najim, sur Raya? tu penses quoi de C'est quoi Raya? ton Pardon, avis sur Non, 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 Raya? non, 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 C'est non, quoi ton avis sur Raya? Ah, non, allez, c'est non, Savoir non, bon. si- non, 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 non. juste bon gardien ou pas bon gardien? Juste à bon ou Ah, pas mais bon? c'est un bon gardien, on Bon le sait gardien. tous. Mais Bon oui, gardien. mais oui. Très Bon bon gardien gardien. ou bon gardien? Très bon gardien, hein. Non, moi, quand même, je suis quand même plutôt positif sur David Raya parce que, Je t'aimais moi, beaucoup. Najim, jusqu'à là, je t'aimais beaucoup. non, après, effectivement, je sais qu'il est un peu critiqué parfois pour un manque de taille.
ou parfois sur certaines situations, son manque de taille parfois. Je te dis pas que c'est le meilleur gardien d'Europe, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais je trouve quand même qu'il fait partie de la tranche haute. Je trouve que sur sa ligne, quand même, il est capable parfois de te faire des arrêts réflexes qui vont te sauver. Je trouve que sur sa qualité de pied, quand même, il a une qualité de pied qui permet de bien relancer. Alors, je sais que sur certains matchs, il peut être frustrant et parfois, on l'a pointé du doigt. Mais moi, dans l'ensemble, je trouve quand même que la saison passée, il fait quand même partie plus des satisfactions qu'autre chose. Ah, Oui, et oui, sur la même saison moi, passée, oui, c'est vrai. mes chats, Oui, je oui, c'est vrai, dis, c'est vrai. Oui, non, sur la je saison mets passée, en avant et je l'ai même mis dans mes tops de certains matchs. oui, je suis Et d'accord. je suis Non, mais entièrement même d'accord. moi, Il a pris sa place à Arsenal et on doit lui laisser. Et il faut qu'on arrête de vouloir changer à chaque fois de gardien maintenant. Donc ça bien sera David sûr. Raya et il faut qu'il reste. Et Par contre, là où moi, il continue à me faire flipper, très honnêtement, c'est dans ses choix de relance où il a la consigne de relancer rapidement. Mais à un moment donné, il faut aussi, si le mec, il est pas seul ou que tu vois que ça vient dans son dos, ne lui donne pas le ballon, tu vois. Ces fameuses relances où il met déjà ouais, son défenseur en difficulté, c'est ça que moi je vais lui reprocher. Mais le but, c'était pas de faire un épisode sur Raya, c'était juste de dire que les stats, elles sont Ah, là, c'était pour la mais blague. c'est pas que ça, Si. quoi. Il y a toujours bien sûr. ce ressenti et Ouais. c'est ça qui doit primer au final. Réalisme. Euh, on parle de perspective, messieurs. Il y a, je le disais, avant la prochaine trêve, on va jouer 4 matchs de championnat et 2 matchs de Ligue des Champions. Je vous propose de mettre la Ligue des Champions de côté, en tout cas dans l'analyse. Et je me suis amusé, je vous le disais en introduction, à comparer le calendrier d'Arsenal sur les 4 prochains matchs par rapport à ceux de Liverpool et de Manchester City. Très rapidement, Arsenal se déplace à Fulham, reçoit Crystal Palace, se déplace à Burnley et se déplace à Sunderland. Pendant ce temps, Liverpool reçoit Manchester United, se déplace à Brentford, reçoit Aston Villa et se déplace à Manchester City. Enfin, Manchester City, j'aurais pu prendre le Chelsea, hein, mais j'ai pris City, reçoit Everton, se déplace à Aston Villa, reçoit Bournemouth et reçoit Liverpool. Ce que l'on n'a pas dit aussi dans le bilan de ces 2 premiers mois, c'est que on a quand même eu un début de championnat où on a C'est vrai. joué Manchester United à United, on a joué Newcastle à Newcastle et on a joué Liverpool à Liverpool. En Et termes de City, on va jouer début de City aussi. saison, c'est quand même assez costaud. Et là, on arrive dans un mini calendrier de 4 matchs où j'ai l'impression, Najim, que bah, moi j'ai ce ressenti-là en fait, que déjà, tu ne peux pas perdre, tu n'as pas le droit, clairement. Si tu es prétendant au titre, tu n'as pas le droit de perdre des points sur ces 2 prétendants-là quand tu vois notre calendrier et quand tu vois le leur. Le match le plus compliqué pour nous, logiquement, est censé être Crystal Palace, qui n'a perdu qu'un match, mais tu les reçois à la maison. Un déplacement à Sunderland ne sera jamais évident, on est bien d'accord. Le derby à Fulham, ça reste Ah, un surtout. derby. Ouais, Non, mais je suis d'accord. ouais. Fulham, je crois que c'est l'année dernière, je crois qu'on fait match nul. Je crois qu'on fait match nul euh, 1-1 contre Fulham On a au mois de souvent laissé décembre. des points Ouais, là-bas dans une course au ouais. titre. Mais moi, franchement, c'est ce ressenti-là. Je me dis, quand tu vois le calendrier de Liverpool et de Manchester United, de City, pardon, en fait, tu ne peux pas perdre de points et tu dois même limite en prendre par Ah oui, rapport à creuser eux. l'écart. Ah, et Bah, creuser ouais, l'écart avec City et exactement, ouais. Liverpool. Bah ouais, non, mais clairement, bah oui, c'est l'objectif. Comme bah, tu l'as bien dit, hein, t'as comparé les deux calendriers. On a quand même un calendrier sur les 4 prochains matchs qui sont plus abordables que ceux de Liverpool et de City. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'on fera 12 sur 12? Bon, je sais pas, j'en suis pas certain. À voir. Mais non, je suis d'accord. C'est un moment où tu dois un petit peu creuser l'écart. Ces matchs-là, il faut que tu arrives à les gagner. Si tu as réussi à être premier après 7 journées en ayant eu un calendrier aussi coriace, c'est quand même dommage de perdre des points dans des matchs qui sont un petit peu plus abordables. Même si on le sait qu'en première ligue, il n'y a pas vraiment de match facile. L'année dernière, je l'expliquais, tu fais match nul contre Fulham, tu fais match nul ou tu perds contre West Ham, un match qui nous élimine un peu de la course au titre. Donc voilà, c'est des matchs qu'il faut que tu arrives à bien négocier. Et c'est là où je suis un petit peu plus rassuré par la blessure quand même d'Odegaard. Alors déjà, j'ai expliqué tout à l'heure par rapport déjà au recrutement qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des munitions pour pouvoir remplacer Odegaard. Et aussi parce qu'on a un calendrier qui n'est pas forcément le plus compliqué. Je viens de regarder là, le prochain très gros match justement, c'est le North London Derby, c'est le 23 novembre. Et d'ici là, je pense qu'Odegaard sera revenu et j'espère qu'on n'aura pas d'autres blessures qui vont se rajouter à la liste. Jonathan, Méchad, ce mini calendrier qui nous attend, les perspectives, c'est quoi vos attentes par rapport à ça? Ou c'est quoi Bah, votre Les écoute, attentes, elles sont ressenti? claires, hein.
Oui, tu l'as dit. De toute façon, faut avoir un parcours de champion. Le parcours de champion, c'est de gagner contre toutes ces équipes-là. De toute façon, il n'y a pas de, y a pas de mystère. Enfin, genre, pour le coup, là, y a pas grand-chose à dire de plus que ce que Najim a dit et ce que l'on pense de toute façon du calendrier à venir, hein. Mm. Ça sera plus sur le contenu. Alors évidemment, le résultat est toujours important, mais j'espère en tout cas moi m'ennuyer, prendre du plaisir. Euh, on lâche pas l'affaire, quoi. Ouais, de J'espère, retrouver l'ambition, c'est bien toujours ça. sûr. Euh, Najim, je voudrais qu'on termine sur un petit focus. On a quand même beaucoup parlé de lui directement ou indirectement, mais tu l'as peut-être suivi. Nous étions à la projection du match City-Arsenal à l'Élysée-Biarritz à Paris, invité par Canal, où on a pu voir. Putain, chez Canal, ils m'ont même pas invité. Tu devais être Il en y avait train de mon ami. commenter un autre Il match. y avait, non, même pas, il y avait mon ami Elton Mokolo, mais Ouais, Parce que, j'ai pas pu exactement, venir. ouais. Ah, je Que voulais je bien. ne connaissais absolument pas. J'ai dû Voilà, dire à voilà. ma fille, c'est qui? Alors que Randy dit, ah ouais, ok. Ouais, dommage. Mais on a discuté avec Robert et avec Olivier notamment. Ouais. Et Olivier, d'accord, euh, dans la fanbase d'Arsenal, il n'est pas forcément toujours apprécié parce qu'on a l'impression qu'il est un petit peu anti-Gunners. Ouais. Et en parlant en off avec lui, en fait, il nous disait, mais moi, je suis pas du tout contre Arsenal. En fait, je vous chambre parce que vous n'y arrivez pas et j'aimerais que vous y arrivez parce que Arsenal, ça reste quand même Arsenal. Et par contre, il a dit une chose assez forte, alors que toi, tu dis l'inverse et j'aimerais t'entendre là-dessus. Dacour a été affirmatif. Il a dit Arsenal ne gagnera jamais avec Arteta. Il l'a dit mot pour mot. Et toi, je crois que Ah c'était oui. dans le club des 5 de mémoire, Ah, ah oui, Max, ouais, ou Winamax FC, WFC. pardon. Ouais. Il me semble que il me semble, j'en suis absolument sûr, tu as dit, à la surprise de certains, que toi, tu penses que Arteta est capable de gagner. La question, elle est simple, en fait. Sur quoi tu t'appuies ou c'est une sensibilité? Moi, je suis persuadé, et je l'ai dit à Méchad cette semaine, on s'est vu sur Paris, je suis persuadé que moi, cette saison, c'est la bonne en PL. Je sais pas pourquoi, j'ai cette sensibilité, cette senteur-là, et je peux me tromper. Autant Ligue des Champions, j'y crois pas. Autant PL, je crois que ça va être notre année. après, Mais t'as le nez bouché, Raoul, hein. Je te rappelle que t'as souvent le nez bouché, donc faut. et qu'est-ce qui te fait dire Non, mais pas. Chat ta gueule. Non, non, mais je me permets de préciser. Mais qu'est-ce qui te fait dire, toi, que Arteta Moi, peut être encore l'homme de la situation, alors qu'on disait un petit peu avant qu'il est resté vraiment bloqué sur ses traumatismes et que bah, même quand tu donnes de la matière, cette ambition-là, il la retrouve pas forcément, ou il a du mais mal un parce, petit peu à non, mais évoluer. parce que la réalité, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, on reste une équipe compétitive. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, même en faisant des matchs un peu moyens, ou Oui, c'est même ça, ouais. parfois être un peu à la traîne, Oui. on est capable de prendre des points. On est capable de prendre des points contre les gros, même à l'extérieur. C'est pas facile de nous battre. C'est très difficile de nous mettre des buts parce que je pense sincèrement qu'on a la meilleure défense peut-être même d'Europe parce que Oui. Gabriel Saliba, moi sur le papier, je trouve que C'est c'est trop fort. excellent. Timber, on en a un petit peu parlé, mais je le trouve vraiment monstrueux depuis l'année dernière. Alors, il peut y avoir débat un peu sur le latéral gauche, mais sincèrement, déjà, ces trois-là, c'est du très, très haut niveau, c'est de classe mondiale. Donc, pour moi, si tu additionnes ça, le fait qu'on est compétitif, qu'on arrive aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, parfois sur des matchs un peu comme le match contre West Ham, même si West Ham ne réalise pas un gros début de saison, mais on est capable plusieurs fois dans la saison de faire en sorte que notre adversaire n'existe pas. Chose que City et Liverpool ont beaucoup plus de mal à faire dorénavant. Et puis aussi, et c'est pour ça que j'ai la sensation aussi que ça peut arriver cette année, c'est que je trouve qu'il n'y a pas une équipe en première ligue véritablement qui sort du lot. Alors que jusqu'à présent, je trouve qu'on s'est souvent, hormis l'année dernière, mais en 2022-2023 et en 2023-2024, Ouais, c'était injouable. on s'est battu contre une équipe légendaire. Ouais, ouais, Une imbattable. équipe où, quand on fait le bilan de l'histoire de la première ligue, ce sont des équipes qu'on peut citer. Parce que Manchester City, bah, quand on fait 15 victoires, un nul, une défaite sur les 17 derniers matchs, eux, je crois qu'ils font peut-être 17 victoires Victoire. en 17 matchs, ce qui est juste ahurissant. Là, je pense qu'on n'a pas ce genre d'équipe-là. City, comme j'expliquais, je pense que ça va être une équipe qui va avoir des bonnes périodes, mais qui auront aussi des périodes un peu plus compliquées. Liverpool sont dans une période de doute et je pense qu'ils n'auront pas la même régularité que l'année dernière. Et les autres équipes, Chelsea, je pense que c'est pas encore prêt. Pareil pour Tottenham, etc. Donc je pense que on peut avoir un titre qui va se jouer en dessous la barre des 90 points. C'est déjà le cas l'année dernière parce que Liverpool a remporté le titre avec 84 points. Et je pense que ça peut être la bonne année d'Arsenal par rapport voilà, à ce côté compétitif et à cette solidité qui dorénavant quand même nous caractérise. Mais tu vois, euh,
En fait, je suis d'accord avec Olivier Dacour, Monsieur Dacour, mais en même temps, je vais altérer le propos parce que je pense que l'on peut gagner, mais pas grâce à Arsenal et ce qu'il met enfin à Arteta et ce qu'il met en place, mais par rapport au contexte. Tu vois? Ça veut dire que si on avait un contexte similaire aux années précédentes, on gagnerait pas le championnat. Là, il y a une possibilité parce qu'effectivement, on est peut-être face à des concurrents qui sont moins forts qu'à une certaine période, une certaine époque, et que donc, il y a une possibilité pour Arsenal, avec le nouveau statut qu'a Arsenal, de gagner la Première Ligue. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, Ouais, non, mais j'ai très bien compris. Mais la question, c'est de savoir, c'est quoi la normalité? Est-ce que la normalité, c'est une saison comme ça peut être le cas cette année, où t'as pas forcément véritablement une équipe légendaire qui va te faire 95 points? Ou Mhm. alors est-ce que Non, mais sans parler. ou alors est-ce que la normalité, c'est ce que faisait City, c'est-à-dire chaque année où vous arrivez quand même à te faire 94, 95, Ah, 96 points parfois? Non, mais Najim, sans parler de. la normalité, si je peux me permettre, c'est pas de ne pas faire 14 matchs nuls si tu veux être champion, Voilà, c'est ça. comme l'année dernière, tu vois. Et sans parler d'équipe légendaire, Pourtant les Invincibles, euh, oui, ils ont fait beaucoup de matchs nuls. mais ça, c'est 12, ça. 12 À 12. et On n'est pas si loin. mais 26 victoires, tu vois. 26 victoires, ouais. Non, Je mais crois que c'est ça, c'est 26, 12 et 0. Ouais. Ah, c'est 26-12, ouais. et puis sans parler d'équipe légendaire, l'année dernière, Liverpool, c'est pas une équipe légendaire. Pourtant, elle gagne la Ouais, Première Ligue. Alors ça c'est après, vrai. ce qu'on a oublié de dire peut-être aussi l'année dernière sur Liverpool, c'est qu'en réalité, c'est pas le Liverpool de Slot qui gagne, c'est le Liverpool de De Klopp. club. C'est l'équipe de Ouais. Klopp. En réalité, il y a très peu de changements. Aujourd'hui, il y en a plus, et donc ils sont effectivement peut-être un peu plus en difficulté. Même si Slot, on a vu quand même des différences par rapport à ce qu'avait apporté Klopp. Mais je veux dire, en termes de joueurs et de leadership, ça restait quand même les joueurs choisis par Klopp qui ont globalement gagné la Premier League. Mais là, cette saison, il y a une possibilité parce que effectivement, l'adversité est peut-être un peu moins légendaire, comme tu dis, Najim. En tout cas, Ouais. moins intense qu'à une certaine époque. Mais c'est pas par rapport à ce que Arteta a mis en place qui est complètement différent de ce qu'il a depuis 3 ans. Ça, en réalité, c'est pas vrai. Non, mais Euh, c'est le travail des 5 dernières années qui t'amène à ce Bien point-là. Ça sûr. se gagne Ouais. pas dans un Non, mais Ça, je match suis bien d'un sûr, d'accord non, match. non, aussi. mais Ouais. je suis Ouais. absolument d'accord. C'est pour ça que je redis encore une fois que Arsenal a un statut que aujourd'hui qu'il n'avait pas il y a effectivement 5 ans et qui fait qu'aujourd'hui on est face à des adversaires qui déjouent. On est face à des adversaires qui osent pas attaquer parce qu'ils savent très bien que derrière les conséquences peuvent être graves pour eux. Moi, cet Arsenal me fait penser un peu au Real Madrid d'il y a 2 ans. Tu vois, où ça jouait pas très bien, c'était pas fou, mais au final, ils arrivent à gagner le championnat, ils arrivent à gagner la Ligue des Champions. Parce que individuellement, et aussi un petit peu collectivement, mais surtout individuellement, il y a des joueurs qui ont été capables de gagner les matchs. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop indulgent avec Arsenal, la vérité d'Arsenal aujourd'hui, c'est de gagner le championnat. Donc pour gagner le championnat, il faut gagner les matchs. C'est tout. Et on est Mais, supérieur à quand même beaucoup d'équipes de ouais, première ligue mais en réalité. comme le disait Jonathan, c'est aussi le travail quand même des 4-5 dernières années de Mikel Absolument. Arteta qui t'amène à ce niveau-là. Et même Absolument. si j'ai pu critiquer le contrôle à outrance, la maîtrise du ballon à répétition, ça a aussi des points positifs pour gagner des matchs. Bien sûr. Et, Force est de constater que le et statut de l'équipe a changé grâce à ça aussi, bien sûr. aussi. Donc, et même cette solidité défensive, elle n'est pas seulement due à la qualité de tes individualités, elle est aussi due à la structure qu'a réussi à mettre en place Mikel Arteta. Donc moi, Absolument. je le critique sur certains aspects, et notamment le côté spectacle, parce que moi, j'aimerais prendre plus de plaisir devant les matchs. Mais il y a aussi, disons les choses, des points positifs qui font en sorte qu'Arsenal est une équipe compétitive, comme j'aime le répéter. Et donc, Absolument. si Arsenal remporte le titre, ce sera évidemment grâce aux joueurs qui sont sur le terrain, mais aussi grâce, mine de rien, au travail que Mikel Arteta a mis en place depuis quelques années. Absolument. Ça, pour moi, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est face à des équipes qui ont normalement leur niveau, c'est-à-dire un City à son Oui, mais niveau, un Liverpool à son niveau, un United à son niveau, un Chelsea à son niveau, tu vois, ce serait peut-être moins évident. Sur cette saison, j'entends en tout cas. ça, c'est sûr. Mais tu prends par exemple la saison 2023-2024, on peut aussi partir du principe que normalement, avec 89 points, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est vrai. T'aurais pu, normalement, avec 89 points, tu soulèves le trophée. Mais, Tu mais vois? qui, mais Et qui soulève le finalement, trophée non. cette saison? Bah, c'est City parce qu'ils se font Voilà. 91. Parce que Mais, là, pour le coup, c'est une équipe mais ça, extraordinaire. Tu vois, mais c'est pas grave de perdre entre guillemets contre eux. ça se joue pas à grand chose. Non, C'est ça ça que joue je pas veux à te dire. grand-chose. Ça joue pas Donc à ça montre grand-chose. quand même qu'Arsenal, mine de rien, n'est pas loin de remporter le Mais titre c'est et ce serait mérité en quelque sorte. C'est Mais ça que c'est je veux pour ça, dire, quoi. Najim, si je peux me permettre, c'est que sur cette saison, il y a quand même moins de frustration que la saison dernière où il y a plus de possibilités. L'année où Arsenal est C'est sûr. deuxième face à ce City-là, bah, en fait, juste, on Oui. a tous été sport. Bah, vous avez été Ouais, meilleurs, vous avez été c'est ça. extraordinaires. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Enfin, il n'y avait pas Ah grand-chose à oui, faire. C'est ça, ça tu c'est vois. clair. C'est pour ça que moi, pour moi, on n'a pas perdu le titre à ce moment-là. C'est juste que tu as une équipe en face
qui, comme tu le dis, fait partie des équipes les plus extraordinaires de Ah, l'histoire de la Première Ligue. Ouais. tu le perds sur le Boxing Day, hein, par contre, cette année-là. Oui, oui, oui. Non, mais ce Ouais. que je veux dire, mais globalement, enfin, comme 91 points, encore une fois, il y a combien 39, d'équipes qui Ouais, font 39. ouais, Ah voilà. oui, bien sûr, Non, oui. Mais... ouais. Moi, comme j'aime dire, c'est très compliqué. Tu peux pas faire, tu peux pas tout au long d'une saison ne pas Oui, avoir je un suis temps faible. d'accord. Cette Et ouais, année-là, bon, tu as absolument. effectivement ce petit temps faible à la fin du Boxing Day, sur la période fin décembre. Bon, mais normalement, quand sur 17 matchs, tu arrives à faire 15 victoires. Mais bon, Bah oui. effectivement, cette mais année-là, en face, Ouais, mais 89 points, si, 89 points dans tous les autres championnats, t'es champion. Enfin, tu et vois, de c'est. loin. exactement. Mais si vous Arsenal prenez, en 2004 fait 90 points, je crois. Ouais. si vous prenez l'exemple de la saison 2023-2024 pour revenir et recentrer sur Arteta, il y a personne qui a dit qu'il avait fait de la merde. On a juste dit City était injouable et que Absolument. sur le championnat, mais par contre, tu avais quand même du jeu. Donc, du coup, tu avais cette légitimité de dire, en fait, tu as hâte d'être à l'année prochaine pour revoir du jeu, pour consolider l'équipe, aller recruter encore un ou deux éléments en plus et de voir pas autre chose, mais de voir la même chose, mais peut-être avec un meilleur résultat final. Sauf qu'on a connu l'inverse, c'est-à-dire que, OK, on termine deuxième, mais le niveau de jeu s'est dégradé, le niveau d'ambition affichée s'est dégradé. Et après, le débat sera toujours le même. Est-ce que, en tant que fan d'Arsenal, on préfère à la fin de la saison être champion de Première Ligue et de pas avoir du beau jeu? Et je pense que plus le temps va passer et plus on va se dire, même pour les puristes du football, on va se dire oui, parce que le dernier titre, c'est quand même 2003-2004 et que ça commence quand même à faire très très long. Mais est-ce que à un moment donné, Arteta est capable de redonner cette ambition à son équipe? J'espère que oui. J'en doute, mais j'espère que oui. Pour finir, Najim, en tant que on enlève le rôle de commentateur et pour garder vraiment le rôle de fan d'Arsenal. Mhm, C'est pas toujours évident dans l'analyse, mais c'est est-ce que sûr. d'après toi, très honnêtement, avec les armes qui ont été données à Arteta cette année, est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il a le droit? Est-ce que tu accepterais qu'il ne remporte aucun trophée cette année? J'aurais beaucoup de mal à l'accepter. Après, j'aime pas avoir un avis tranché parce que je sais jamais quelle va être l'histoire de la saison. Oui, bien sûr. Ça Comment se il va? peut, tu vois, tu Oui, vas avoir une hécatombe de blessures ou je sais pas, tu vois, il peut se passer tellement de choses dans le football. Mais en tout cas, là, si tu me poses la question, ouais, j'aurais beaucoup de mal à accepter quand même que Mikel Arteta ne remporte pas le titre, en sachant que cet été, on a beaucoup dépensé. Il faut Ouais. rappeler que quand on prend les achats et les ventes, Arsenal est l'équipe qui a le plus gros différentiel, mm, plus que Liverpool. Parce que nous, au contraire de Liverpool ou de Chelsea, il faut dire c'est la pas vendre. vérité, C'est pas on a un vendre. club qui ne sait pas vendre. Donc, t'as beaucoup dépensé. Aujourd'hui, sincèrement, tu as un effectif quand même, que ce soit en termes de qualité ou de quantité, qui est clairement à la hauteur pour pouvoir remporter Mm. des titres. Et puis, mine de rien, tu as aussi cette frustration qui s'est accumulée sur les 3 dernières saisons, où à chaque fois, tu n'as pas réussi à remporter de titres. Alors, on parle beaucoup du championnat, mais il y a aussi les compétitions nationales que moi, je ne sous-estime pas. Et je pense qu'Arsenal doit mieux figurer dans ces compétitions-là. La League Cup, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas remporté. Même sous Wenger, on ne l'avait pas remporté. La FA Cup, on a pris l'habitude de la remporter sous Wenger. On l'a remporté une seule fois sous les ordres d'Arteta. Mais c'est pas du luxe. C'est aussi une compétition qu'il faut savoir jouer à fond. Et d'ailleurs, on remarquera que Klopp et Guardiola, eux, ont toujours joué à fond ces compétitions-là. Ça les a aussi aidés à maintenir une dynamique, à maintenir un niveau de confiance pour aussi aller chercher le championnat. Donc oui, moi j'aurais quand même beaucoup de mal à voir Arsenal ne pas remporter de trophée. Là, on est sur la troisième ou quatrième année où Arsenal est un prétendant au titre. Et puis comme on l'a répété à plusieurs reprises, là, cette année, on a vraiment la sensation qu'il n'y a aucune équipe véritablement. Voilà, si tu perds contre une équipe de Guardiola qui te fait 96 points, ok. Mais là, je pense pas que ce sera le cas cette saison. Pareil pour le Liverpool d'Arne Slot. Si le titre se joue à 86, 87 points et que tu n'as pas été capable d'arriver à ces hauteurs-là, franchement, je serais extrêmement frustré. Ouais. Ouais, je pense que très honnêtement, en tout cas c'est mon point de vue, je pense que Arsenal est capable de se battre réellement sur trois compétitions cette année, qui vont être les trois compétitions nationales, la Carabao Cup, la FA Cup et la Première Ligue. Je pense que au niveau européen, il y a encore des équipes qui nous sont supérieures en termes de structure de club, en termes d'effectifs, en termes de cohésion, de jeu, etc. Maintenant, on verra, mais je pense que bah, ça fait, je vais pas dire plaisir à entendre, mais voilà, il faut aussi savoir dire les choses. Ça serait un réel Et échec. Alors moi, après, ouais.
Est-ce Non, que tu irais jusqu'à dire que ça sera l'année de trop pour Arteta après ou pas? Je pense pas. Je pense que toi, tu lui laisseras encore du temps. Non, peut-être. Hein, moi, franchement, tout dépend du résultat final et de la qualité de jeu. Si je vois véritablement que, par exemple, toutes les critiques qu'on a pu faire sur Arteta, là, à l'instant, je peux les répéter de la même manière à la fin de la saison et Hmm. qu'on remporte pas de titre, je peux me poser la question. Moi, par exemple, il y a un entraîneur que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs peut-être la seule équipe où je prends beaucoup de plaisir en première ligue cette année. C'est Bournemouth, avec Iraola, qui est aussi espagnol, qui fait du bon travail à Bournemouth. Si demain, du côté d'Arsenal, moi, jusqu'à présent, j'ai toujours été très, très patient avec Mikel Arteta. Je lui ai très souvent trouvé des circonstances atténuantes. Attention, hein, je ne fais pas partie de la team Arteta out, loin de là. Mais à la fin de la saison, si le résultat il n'est pas là et que le contenu aussi n'est pas là, je peux là, aujourd'hui, il y a moins d'excuses. Autant l'année dernière, je trouve qu'on pouvait Oui, brandir oui. un petit peu l'excuse des blessés, Ouais. qui est d'ailleurs légitime, hein, parce que tu as eu beaucoup de blessés tout au long de la saison. Odegaard et Bukayo Saka à un moment sur la première partie de saison, Kai Havertz sur la deuxième partie de saison, Gabriel à la fin de la saison. Franchement, tu as eu énormément de blessures et je pense aussi que ça a expliqué peut-être les performances d'Arsenal à un moment de la saison. Là, tu n'as plus cette excuse-là parce que tu as beaucoup recruté et tu as un effectif qui est pléthorique également en termes de quantité. Donc, je ne sais pas, moi, on verra à la fin de la saison. Mais s'il n'y a pas de titre, la question, elle pourra se poser, clairement. Bon, Raoul, tu sais ma position sur est-ce que si à partir de maintenant on gagnait tous les matchs 1-0, ça nous permettait de gagner la première ligue. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout sur ça parce que je vais être très honnête. Alors peut-être que ça va, tu vois, les gens vont encore envoyer plein de commentaires négatifs à mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que moi, demain, que Arsenal gagne la première ligue, si tu veux, fondamentalement, en tant que supporter, ça change pas grand-chose dans mon quotidien. En revanche, quand je regarde Arsenal jouer tous les samedis ou tous les dimanches, ça change mon après-midi, tu vois, de voir l'équipe rien faire avec le ballon. Hmm. De manière très pragmatique. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, si Arteta ne gagnerait un d'ici la fin de la saison, c'est pas ça qui va me décider de me mettre dans un clan ou un autre, tu vois, de me dire Arteta out. Moi, ce que j'analyse, c'est la progression de l'équipe dans son Ah, je suis entièreté. d'accord, ouais. Tu vois, l'année dernière, alors on fait demi-finale de Ligue des Champions, ce qui nous permet effectivement sur le plan européen de faire une progression, mais C'est un globalement, miracle. parce que je pense qu'on profite de la méforme de Madrid, mais globalement sur la saison, il n'y a pas de progression, quoi. Le recrutement n'a pas été bon. Alors, effectivement, il y a pléthore de blessés, mais le recrutement, il a été géré par Arteta. Pour le coup, l'année dernière, il a mal été géré. Et c'est ça que je vais surtout analyser sur cette saison. C'est que, en fait, si on gagne rien, mais qu'en plus de rien gagner, on ne progresse pas par rapport à l'an passé. Là, il faut se poser des questions. Si en revanche, on fait deuxième, mais on retombe sur une équipe imbattable, extraordinaire, qu'on fait un beau parcours en Ligue des Champions et qu'il y a une progression globale de l'équipe, alors il faut continuer. Tu vois. Est-ce que Oui, Moi, je le... suis oui, d'accord. oui. Je suis d'accord avec ça. Non, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Je parle du résultat, mais aussi je parle du contenu. Et moi, il est évident que le contenu, il est hyper, hyper important pour moi. S'il y a une progression et que je ressens que l'équipe, elle est sur de bons rails, pour moi, oui, il faudra continuer avec Arteta. Bon, pour le moment, c'est pas forcément les signaux qu'on nous envoie. Absolument. Et pour reprendre ce que Najim disait, déjà pour pouvoir se prononcer, il faut voir comment va se dérouler pardon, la saison. Je suis entièrement d'accord. J'ai posé un point de vue sans connaître ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué. Mais quand Najim, tu dis que si en fin de saison tu redis la même chose et que tu vois qu'il n'y a pas eu d'évolution, ça sera problématique. Et c'est là Bah où je oui. te rejoins. Et si vous écoutez, alors c'est pas un coup de pub hein, que je fais, hein, mais si vous écoutez les deux derniers bilans des saisons, donc 2023-2024, puis 2024-2025, quand on traite du cas Arteta, et ce qui a pu lui être reproché, et notamment ce que j'ai pu lui reprocher, et sur ces deux derniers bilans, je dis encore la même chose aujourd'hui. Et c'est là où moi je commence à, je ne vais pas dire manquer de patience, c'est là où je vais commencer à être très Exigeant. exigeant vis-à-vis de lui. Voilà. Et je pense qu'en plus de ça, avec un directeur sportif comme Bertha, si nous, on lui laisse du temps, je ne suis pas sûr que Bertha lui en laisse de son côté s'il n'y a pas d'évolution. Voilà, ça, encore une fois, n'oublions pas, messieurs, qu'on est top of the league. C'est quand même très Mais si, agréable mais à si. ouvrir et ça fait très longtemps qu'on ne l'était pas, donc voilà. Et puis, on se refera. Alors, je sais pas avec les mêmes ou pas, mais en tout cas, Najim, tu es déjà maintenant invité. Donc, mets déjà des croix dans ton agenda
au soir donc du match du 8 novembre et du déplacement à Sunderland et du gros choc entre Liverpool et Manchester City. On se retrouvera pour un nouveau bilan et puis on verra si effectivement, par rapport à ce qui a été dit, si on a évolué, si on est encore top of the league, si on a creusé l'écart ou au contraire si on a perdu des points sur nos concurrents directs et si peut-être il y a aussi des équipes un petit peu surprises parce que on a cité dans le calendrier Liverpool et Manchester City. Tottenham, il était actuel troisième, il était pour moi inconcevable de parler de leur agenda, je m'en fous royalement. Bournemouth, la belle surprise du début de saison, tu le disais, Najim, qui est quatrième, à égalité de points avec Tottenham. Crystal Palace, Chelsea, etc. On peut rigoler de Manchester United, j'espère qu'ils leur feront la misère à Liverpool. En tout cas, on verra bien. Jonathan, est-ce que tu avais encore quelque chose à rajouter? Non. Non, c'est tout bon pour moi, merci. Merci Nadim, c'était top. Alors du Et coup, merci Merci à beaucoup tous les les gars. gars. le petit coup de promo, si cet épisode vous a plu ou si Coup de Canon vous plaît, je vous en ai déjà parlé sur les derniers épisodes. N'hésitez pas à aller mettre le 5 étoiles, c'est vachement cool parce que quand tu as un gars qui est un peu vénère et qui aime pas ce que tu fais, il te met une étoile et du coup ça te plombe la note. Donc n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles, ça serait vachement sympa. Et bien sûr, Jonathan, Méchad, merci. Méchad, merci d'avoir retrouvé le chemin du podcast. Tu as vu la lumière, tu as vu la Muchas. vu la C'est bon, lumière. non, non, mais je me suis engagé, L'année je reviendrai prochaine. plus souvent. Je reviendrai plus souvent. Non, non, mais je reviendrai plus souvent si on veut bien de moi, évidemment, avec plaisir. Et bien entendu, je garde le meilleur pour la fin. Najim, un grand merci à toi Merci. pour ta disponibilité. Ça fait un bout de temps que je t'écrivais en disant tu peux être là, tu peux être là. Et ça ne collait jamais. Merci d'avoir pris le temps. À titre personnel, je te souhaite de franchir la Manche et d'aller commenter les matchs au Ce serait stade. énorme. Ça serait Ce serait vraiment énorme. cool parce que Ah, on ce peut le serait dire, fou. Najim commande des matchs de première ligue, mais ce sont des matchs souvent commentés en cabine pour le moment. Oui, oui, oui. Tous. Parce que Canal+ ne déplace pas des commentateurs sur chaque match de Première Exactement. Ligue. Et ça serait franchement assez kiffant de pouvoir t'entendre sur un match où tu es au stade, parce que déjà tu le mérites amplement Bah, merci beaucoup. et que c'est dans la suite logique de ton évolution professionnelle. Donc en tout cas, on croise les doigts pour toi, Najim. Ce serait fou. Bah, Et le j'avais jour où commenté. tu es au stade, Najim, fais attention aux messages que tu vas recevoir. Tu vas être bombardé de messages, je te l'annonce déjà maintenant. Là, déjà, j'ai commenté une fois Arsenal l'année dernière. J'étais trop content. C'était contre Wolverhampton. On avait gagné 1-0 avec un but de Calafiori. Il y avait eu le carton rouge de Lewis Kelly qui était d'ailleurs un petit peu discutable. Qui avait été enlevé après, alors la Franchement, suite après, ouais. ouais, exactement. Mm. Donc j'étais super content. Bon, c'était en cabine, mais j'étais super content déjà de commenter Arsenal. Après moi, c'est vrai que je suis en plus, au-delà d'être supporter d'Arsenal, un grand fan de Première Ligue. Donc même quand je commente West Ham Brighton, moi, je suis hyper content. Donc Ah, Clairement. mais le problème, clairement. Najim, c'est qu'il n'y en a que pour Stéphane Guy. C'est ça le problème. La big star. Non, Très Voilà. sympa, Il y Stéphane, avait une très note, il y sympa. avait une note de sérieux, puis il y avait ça qui arrive. non, non, mais c'est tout ce qu'on te Non, souhaite, mais c'est vrai Najim. que Vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite. forcément, non, mais forcément, c'est déjà moi je suis pigiste, donc je suis pas sous contrat avec Canal+. Donc généralement les personnes qui sont envoyées sur place, Évidemment. ce sont des C'est personnes déjà qui les sont sous contractuels, contrat. bien sûr. Donc déjà voilà, c'est la première chose. Et effectivement, ils déplacent des équipes généralement pour les gros matchs du week-end. Moi, je vais plus commenter des matchs. Par exemple, ce week-end, je commande Crystal Palace Bournemouth. Je suis hyper content. Mais c'est normal qu'ils ne déplacent pas des gens pour commenter Bien Crystal sûr. Palace Bournemouth, tu vois. Donc, donc voilà. Et puis oui, si un jour j'ai la chance de commenter Arsenal à l'Emirates Stadium, ce serait exceptionnel. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te le On souhaite. te Et le puis souhaite. Ouais. peut-être avant le Merci. déplacement, déjà la contractualisation à Canal+, ça serait déjà un truc super Bah, sympa pour déjà, toi. merci beaucoup hein, de m'avoir invité. C'est vrai qu'on s'est envoyé pas mal de messages. Je suis Merci hyper à content d'avoir toi pu faire l'émission. d'être C'était venu, c'est cool. tout Non, naturel. franchement, vraiment, vraiment merci. Et merci à toutes les personnes qui vont écouter le podcast, à toute la communauté. J'essaie de répondre un maximum aux messages sur Twitter, etc. Parfois, je débat quand je trouve que c'est intéressant. Je peux pas toujours, mais j'essaie un maximum, en tout cas, d'interagir avec les gens Des quand je tweete fois, ils sur voient pas vos Arsenal. messages privés. Euh, en privé, je réponds un petit peu moins, mais en public, quand je fais des posts, etc., et qu'il y a des débats qui peuvent être intéressants sur Arsenal, j'essaie d'y répondre un maximum. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci, merci à tous. C'est Le cool. petit coup de pub sur le club des 5 et Winamax FC pour terminer, Najim. Bah, surtout Winamax, parce que Club des 5, en ce moment, on n'en fait plus trop. Je sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Mais Winamax, bon, l'émission tous les jours à 13h sur YouTube et sur Twitch. Débrief aussi sur les matchs de Ligue des Champions. Alors l'équipe elle tourne, hein, je suis pas toujours là, mais voilà, ça se passe sur YouTube et sur Twitch. Vous tapez Winamax Football Club et vous allez tomber sur le lien de l'émission. Alors je vous rassure, ça parle pas tout le temps d'Arsenal. Bon, enfin, ça parle de temps en temps d'Arsenal quand il y a des gros matchs, etc. Ça essaye un petit peu
de parler de toute l'actualité du football européen. Mais il y a des émissions tous les jours à 13h et le week-end à midi. Et sur les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa, il y a des débriefs après les matchs à 23h. Alors malheureusement, sur Arsenal, vu notre calendrier, bon, il ne va pas y avoir beaucoup de débriefs des matchs d'Arsenal. Peut-être sait-on jamais contre le Bayern. Mais parce qu'on a un calendrier, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui n'est pas hyper excitant, quoi. Hormis le match contre le Bayern et contre l'Inter, et encore, l'Inter, il faudra avoir leur forme. Il n'y a pas de très très grosses affiches, on va dire, pour les Gunners. L'Atlético, c'est pas mal quand même, quoi. Tant mieux. Oui, l'Atlético. Après, c'est sûr que c'est moins sexy que Slavia Prague ou que Bruges. Sûr. Voilà, merci à tous, merci à ceux qui nous écouteront, merci à ceux qui nous commenteront, ceux qui nous mettront une très bonne note. Et pour finir, comme on dit ici, Common Gunner, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.